La Voix des BD présente Canaille BD hors série, le podcast BD où les enfants donnent la parole aux auteurs. Bonjour, je suis Pierrick, Et moi Morgane, moi Maëline, j'ai 47 ans j'ai 14 ans, j'ai 8 ans. et aujourd'hui on va vous parler de quoi on va parler aujourd'hui? du festival Spirou. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous étions au Festival Spirou de cette année 2026, festival de bande dessinée organisé au sein du parc Spirou. Un parc Spirou où il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. Il faisait chaud, c'était le jour de la fête des pères, le jour de la fête de la musique, un jour vraiment assez particulier où il y avait plein d'auteurs super géniaux, des auteurs qu'on a pu interviewer entre autres. Et franchement, c'était une très très bonne journée. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, Maëline? Oui, Oui, Donc une très très bonne journée, mais on est un petit peu fatigué là. ouais. Ouais, là c'est la fin de la journée, on est bien claqué. Et donc on va tout de suite vous laisser avec des premières interviews, et puis on reviendra pour vous raconter un peu tout ce qu'on a découvert, genre une nouvelle zone dans le parc, plein de trucs de malade. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes avec Jonathan Delicourt, le rédacteur en chef de Spirou, le journal Spirou, qu'on lit toutes les semaines avec nos filles. Maëline, tu lis Spirou? Ouais. Tu aimes beaucoup? Oui. Et toi, Morgane, t'arrives à le voler à ta sœur des fois? c'est compliqué. C'est compliqué. On a fait une pile pour elle. Ouais, on lui a fait une pile pour qu'elle puisse se rattraper. Bonjour Jonathan. Oui. C'est Bonjour. un plaisir de te recevoir dans le parc, malgré la chaleur Ouais. déjà, même s'il est tôt. Ça fait quelques années maintenant que tu as pris la relève de Morgane Di Salvia. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Comment ça se passe de prendre le relais d'une rédaction en chef, d'arriver dessus? Tu avais déjà été rédacteur en chef de quelque chose? J'étais rédacteur en chef de quotidien d'information et puis d'émissions de télévision pour la RTBF, qui est la radio-télévision publique belge. Et donc oui, j'étais rédacteur en chef. Je suis journaliste à la base. Et donc, comment ça se passe? C'est quand même assez vertigineux parce qu'il y a un héritage vraiment très lourd et très beau avec Spirou. Il faut le porter, c'est un patrimoine qu'il faut entretenir. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il faut tous les jours, toutes les semaines, aller chercher des nouveaux lecteurs, se demander quelles sont les séries qui vont plaire aux jeunes de demain, mais aussi quelles sont les séries qui vont plaire à tous nos abonnés qui sont parfois abonnés depuis plus de 60 ans, aux adultes, aux grands-parents, etc. Et donc, au début, c'est un peu vertigineux parce qu'on ne sait pas exactement comment faire, il n'y a pas de formule magique, mais on avance petit à petit, et surtout, j'ai la chance d'avoir une équipe hyper expérimentée et sur laquelle je peux compter à fond. Justement, pour faire la difficulté de Spirou, c'est que c'est un journal qui est vraiment pour toutes les tranches d'âge, qu'il y a les vieux qui veulent pas qu'on change leurs habitudes, les jeunes qui aimeraient qu'il y ait plus de manga parce que c'est quand même le truc qu'ils lisent le plus, n'est-ce pas Morgane? C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce mélange entre le Huguette qui est un peu rigolo justement, où il y a eu tout un fil rouge pour l'amener sur le long terme dans le journal, et un Starlight qui a justement plus d'influence un peu manga dans le magazine. Oui, en fait, c'est un numéro d'équilibriste permanent. Il est difficile à faire, mais par contre, il est beau parce que c'est grâce à lui qu'on est toujours là. C'est grâce au fait que Spirou dépasse les générations, est transgénérationnel. C'est grâce à ça qu'on est toujours là, et que c'est d'ailleurs un des premiers et un des derniers journaux du genre à faire de la BD pour toute la famille. Nous, je disais qu'il n'y a pas de formule magique, mais en fait c'est faux, il y en a une. La seule formule magique, c'est le caractère tout public des BD qu'on édite. C'est notre seule boussole, c'est notre seul phare dans la nuit, c'est se demander comment, dans chaque planche qu'on met dans Spirou, comment est-ce qu'on est certain qu'elles vont parler autant aux adultes qu'aux enfants, sans non plus proposer 14 niveaux de lecture différents. Je ne sais pas si vous voyez par exemple, prenez les films de Pixar par exemple, qui plaisent autant aux enfants qu'aux adultes, mais eux, il y a énormément, ils jouent beaucoup avec la ficelle de différents niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, quand on voit un Pixar, on va rigoler à peut-être pas mal de blagues, de vannes, que les enfants peut-être n'auront pas. Nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter ça au maximum pour vraiment avoir un énorme tronc commun de lecture pour donner les mêmes émotions. Vous lisez l'aventure de Spirou Fantasio, en tant qu'adulte, vous aurez les mêmes émotions qu'en tant que plus jeune.
Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec, vous parliez du Get et Croquette, de notre nouvelle série d'humour, eh ben, on essaye vraiment que nos lecteurs rigolent pour les mêmes choses ou aient le même genre d'émotion. Le but par exemple de cette série, c'est d'aller voir nos grands-parents, c'est d'aller voir nos grands-parents où qu'ils soient, chez eux, en EHPAD ou ailleurs. Et ça, c'est une émotion. C'est une émotion qu'on essaie de donner, ou parfois beaucoup d'humour, ou parfois autre chose. Mais on se dit, tiens, comment est-ce qu'on va l'insuffler vraiment de la même manière chez les grands et les petits. Voilà. Moi, ce qui fait que j'aime toujours Spirou et que je le lis aussi moi depuis très longtemps, alors il y a eu des phases de creux, hein, c'est ce côté vie du journal où il y a des fils rouges, il y a des conducteurs qui, de magazine en magazine, se poursuivent. J'ai vu apparaître la page 13, 12 bis, pardon. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Je vois qu'il y a encore les gags de la page 13 qui existent. Je vois que pour annoncer une nouvelle série comme Huguette et Croquette, on prend son temps en jouant avec le courrier des lecteurs, que il y a des aventures qui a vraiment un côté feuilletonnant sur la vie du journal. Comment réussir à se renouveler non-stop, parce qu'il y a quand même eu tellement de choses qui ont été faites jusqu'ici. Moi, je me souviens de toutes l'époque du boss. C'était un peu plus mon époque. Comment est-ce qu'on arrive à toujours trouver de nouvelles idées, se renouveler, et est-ce que les auteurs sont mis à contribution pour participer à cette vie du journal Alors, vous l'avez peut-être remarqué, moi là, ça fait vraiment un an qu'avec l'équipe, on essaie de remettre un peu le paquet là-dessus, d'en refaire une priorité, parce que c'est notre particularité. C'est-à-dire que Spirou, on dit souvent qu'on a bien fait notre boulot si c'est plus que la somme de 52 pages de BD agrafées entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ce que vous dites, en fait, c'est le supplément d'âme. C'est de ça dont vous parlez. C'est vrai que les agrafes sont revenus. Moi, je les ai vus partir, je me souviens des gags sur les agrafes. Ouais. Mais donc, comment amener un supplément d'âme dans chaque journal, effectivement, c'est ça notre vrai boulot. Ça, c'est un boulot de tous les jours, et nous, on se réunit en équipe chaque semaine. On se demande, tiens, quel est le supplément d'âme à tel et tel endroit. Le truc avec Huguette, on s'est marré comme des dingues à le faire. Vous parliez de la page 13, mais depuis un an, il y a un personnage désagréable, il y a le Frubie qui hante nos pages. En fait, voilà, et tous ces trucs-là, on essaye de les faire vivre. Ça nous demande énormément d'énergie, parce qu'en fait, nous, notre taf, on n'est pas beaucoup, on est 4. On est 4 pour faire ce journal. Et en fait, on doit vraiment assurer le roulement chaque semaine. Comment est-ce qu'on est sûr que toutes les pages de BD sont là, que c'est cohérent, que c'est corrigé, que les fichiers couleurs sont là, que tous les textes sont OK, et comment, en plus de ça, vraiment donner ce dernier coup de rein pour être sûr que chaque journal sera différent d'un autre et rigolo. Qu'est-ce que c'est le plus dur, gérer les Fabrice ou le journal ? Alors les Fabrice, je disais qu'on avait un travail très prenant et parfois très dur au niveau charge de travail. Mais effectivement, ce serait beaucoup plus simple si les Fabrice n'étaient pas là. C'est dommage, vous venez de les rater, là, ils étaient là. Non, c'est dur de gérer les Fabrice. Après, on les aime fort. Heureusement qu'ils sont là pour qu'on puisse un peu se détendre. Mais sinon, blague à part, c'est un gros boulot de faire, Spirou. Et ça, on l'oublie souvent. En fait, on estime qu'on a le plus beau job de la Terre, et donc on est vraiment hyper chanceux. Mais c'est vraiment voilà, on n'est que 4, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il est préparé combien de temps avant publication, justement Ça dépend lesquels. Donc ici, on est en train de se parler, on est au mois de juin. Moi, ma collègue Laure, qui est rédactrice en chef adjointe, ça fait un mois qu'elle bosse sur le spécial Noël. Donc ici, là, on est en train de crever de chaud au Festival Spirou, et elle bosse sur la thématique de Noël. Il y a des numéros qui se préparent très longtemps à l'avance, 6 mois, parce qu'on a des grandes ambitions. On veut faire un fil rouge, on veut vous allez voir sur les numéros doubles. Ouais, voilà, c'est ça. Et parfois on fait des numéros doubles, on va dire un peu plus simples, sans fil rouge, etc. Et puis parfois on met le paquet pour qu'il y ait vraiment une histoire racontée de A à Z. Ceux-là, on les prépare très longtemps à l'avance. Et puis sinon, on va dire pour un Spirou normal, sans une grosse dose d'animation, on est plutôt sur 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Moi, j'aurais aussi voulu faire, quand c'est notre BD où on dit 3 sortes de trucs qu'on aime. J'aurais bien voulu le faire, ça. Eh ben oui, donc tu parles du strip dont vous êtes la star. Il y a un mode d'emploi dans chaque journal. Il faut nous écrire, et puis en nous proposant 3 choses que tu aimes, et puis tu es tiré au sort. Voilà, donc il faut, voilà, c'est vraiment un tirage au sort. On essaie d'être hyper réglo par rapport à ça. Et voilà, donc s'il te plaît, tente ta chance, et je suis sûr que tu auras un peu de chance bientôt.
Au niveau des séries qui sont là plus pour l'animation, j'ai l'impression que parfois ça amène des séries régulières derrière. Je pense par exemple aux Sécotines. Ouais. Est-ce que c'est les histoires courtes de Sécotines qui étaient dans le magazine qui ont amené la BD Sécotines derrière, ou est-ce que c'est vraiment deux chemins parallèles ? Alors, franchement, chaque série a sa petite histoire. En l'occurrence, Sécotines, Elric était déjà en train de travailler sur un album quand on lui a proposé de faire cette histoire courte qui est parue il y a un an et demi, un truc comme ça. Ça dépend. Et parfois, c'est exactement l'inverse. Parfois, si vous prenez l'exemple des Cavaliers, par exemple, le Cavalier de l'Apocalypse, c'était d'abord une histoire courte sans lendemain, et puis c'était tellement cool que c'est devenu des super BD. Donc ça dépend vraiment. En fait, vous devez bien vous dire, nous, tout ce qu'on appelle l'animation de journal, c'est vraiment toutes les pages de gags ou les histoires courtes qui n'existent pas encore en album. Ça, c'est notre rôle de laboratoire. De laboratoire de création, c'est notre métier. Une partie de notre métier, c'est d'essayer de trouver ou de créer ou de vraiment de planter puis de faire grandir les séries qui peut-être feront des albums demain. On n'estime pas que c'est raté quand il n'y a pas d'album, parce qu'en fait sur 10 séries lancées, il y en a peut-être une ou deux grands max qui vont faire un album. C'est logique, ça c'est un peu l'économie du livre. On ne peut pas faire des albums avec tout. Et puis ça veut dire que les lecteurs de Spirou auront été accompagnés pendant 5-10 ans avec une chouette série que eux seuls n'auront eu. Mais c'est vrai qu'on essaie de se dire à chaque fois qu'on choisit un nouvel univers, on se dit là il y a un chouette potentiel BD, là ça peut faire un bon truc. Et en fait nous toutes les semaines on reçoit 20 ou 30 projets et on doit dire 29 ou 30 fois non. Maëline est très fan de Gary Sinil. Ouais, ah bah voilà, super. Mais tu vois par exemple Gary Sinil, super très bon exemple, c'est une chouette animation par Cédric Gorobey qui est dans le journal depuis quelques années. Est-ce qu'un jour il y aura un album ? On ne sait pas en fait. On ne sait pas, et c'est très dur à sonder parce qu'on n'a pas accès directement au lecteur, mais je suis content d'apprendre que tu aimes. Qu'est-ce que tu préfères faire dans le journal quand tu le mets en forme ? Alors moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment répondre aux courriers des lecteurs. Ça, je prends vraiment mon pied en le faisant. Et ce que j'adore faire, c'est ce que ton papa disait, c'est vraiment se demander, tiens, on sait que dans ce journal-là, on aura tel épisode des Tuniques Bleues, tel épisode de Starlight, etc. Et puis, il nous reste X pages. Et le plus chouette dans ce métier, c'est de se demander comment est-ce qu'on va animer le journal, comment est-ce qu'on va amener ce supplément d'âme dont on parlait. Quelle bêtise on va inventer à nouveau pour que les lecteurs comme toi se disent je fais partie d'une famille, j'ai la chance de lire Spirou, je sens qu'en lisant le journal je fais communauté avec les autres lecteurs ou avec ta famille. Et ça c'est le plus chouette à imaginer. C'est se demander quand on a commencé à rigoler avec le Fruby, c'était hyper drôle par exemple. Tu vas se dire tiens, comment est-ce qu'on va amener cette créature, comment est-ce qu'on va rendre ça drôle. Ça, c'est très J'ai l'impression qu'on doit beaucoup rigoler avec Stella Laurie. Oui, voilà. Moi j'aime beaucoup quand c'est le garçon et la fille, je sais plus comment ça s'appelle, quand il y a toi dans la BD. Perdu, tu veux dire ? Oui. Ouais, quand ils se perdent. Oui. Ouais, le numéro perdu qu'on a. Oui. Perdu à la rédaction. Perdu à la rédaction, oui. Oui. Alors ça se passe exactement comme ça. Hein. J'ai une cape de roi. Il faut m'appeler Majesté. Et la cave est pleine d'auteurs qui oui, c'est ça, voilà, ne répétez pas trop ce secret. C'est un secret bien gardé en bande dessinée depuis bientôt 90 ans. Donc ce serait dommage que tous vos auditeurs l'apprennent comme ça. Le numéro sur l'IA a beaucoup fait parler de lui. Ouais. Parce que justement, donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce numéro dedans, c'était un numéro qui annonçait une nouvelle série en IA, mais qui en fait était une fausse série qui était faite avec tous les défauts de l'IA, mais par des vrais gens, et qui amenait justement au débat et aux questions autour de ça. C'était pas facile justement de trouver l'équilibre entre les auteurs qui trouvent que l'IA peut être un outil et ceux qui sont totalement opposés. Il y en a qui sont très forts contre ça. Et tous les auteurs ne sont pas forcément d'accord sur cet avis-là. Il y a un vrai débat au sein de la profession en ce moment. Ouais, c'était vraiment un gros challenge pour nous. Je vous avoue qu'on n'était pas sûr de le faire. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps. On a beaucoup hésité parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle très casse-gueule. C'est-à-dire qu'on avait entre guillemets beaucoup à perdre en décidant de faire de l'humour avec ce sujet-là, qui est un sujet brûlant et hyper important et vraiment très très présent. Je suis vraiment super content de la manière dont on l'a fait, mais je vous avoue qu'on y a passé beaucoup de nuits, on a bien suivi dessus parce qu'on ne pouvait pas se planter en fait. Ce qu'on a décidé de faire et ce qui nous a vraiment sauvés, c'est qu'on l'a fait avec les auteurs.
C'est-à-dire qu'on s'est entouré de toute une série d'auteurs, notamment Olivier Boquet qui nous a écrit ce fameux scénario. Et en fait, ils nous ont accompagnés. On l'a vraiment fait avec eux parce que nous, on n'est pas auteurs. Et donc, c'était très prétentieux de dire on va parler d'un sujet à la place des auteurs alors qu'on ne l'est pas spécialement. Et donc, non, je suis hyper content de la manière dont c'est fait. Et c'est vrai que c'est aussi très Spirou de mettre les pieds dans le plat, d'un peu ruer dans les brancards et surtout de le traiter avec humour. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé l'histoire et je trouve le travail graphique bluffant parce que les petites erreurs je les avais pas vues et c'est en relisant la BD que j'ai tout vu et j'ai bien aimé l'histoire, j'étais un peu déçue qu'il n'y avait pas de suite du coup. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Donc Olivier Boquet, qui est le scénariste de Frank et de plein d'autres choses, donc nous écrit cette histoire-là. Et puis il me dit, je l'appelle et puis il me dit ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Il me dit je pensais le faire rapidement, en fait ça m'a pris des heures pour quelques pages parce qu'en fait c'est dur de faire un truc très on va dire simple, populaire dans le sens mainstream, avec quelque chose qui fonctionne mais rempli de petites erreurs et d'écrire quelque chose que plein de gens auraient pu écrire. Il dit voilà, il y a mis quand même beaucoup de temps et quand même pas mal d'âme et il m'a dit après en fait ça m'a un peu chauffé, c'était pas si mal en fait ce truc. Et il me dit tiens, ça me plairait peut-être d'aller au bout du truc et de peut-être vraiment proposer l'univers. Et donc je lui dis bah chiche, ça ferait une super bonne histoire en fait. Sors-nous cette BD qui aura débuté dans ce numéro particulier. Je sais pas s'il va le faire, on verra bien. Merci Jonathan. Notre question un peu cliché, justement ta dernière découverte en bande dessinée. Alors j'en ai eu plusieurs. Franchement, mon dernier coup de cœur, on va dire, tout public et familial, pour le coup, c'est Starlight. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça magnifique. Et on le disait avant de commencer l'émission, c'est vrai que pour nous, c'est quand même un... Voilà, il a fallu poser ce choix de mettre Starlight dans Spirou, parce que c'est un dessin très manga, ça peut faire peur à pas mal de lecteurs qui ne s'y retrouveraient pas peut-être dans le style graphique. Mais on s'est dit que c'était vraiment trop important de proposer ce très beau récit qui va plaire en fait à plein de lecteurs et aussi nous ça nous plaît de temps en temps un peu bousculer les habitudes de lecture de nos lecteurs et je crois que c'est notre rôle tout simplement. Après on va pas mettre que des trucs genre Starlight dans Spirou, mais c'est vrai que celui-là on a trouvé important de le mettre. Sinon pour répondre à votre question, moi une des dernières lectures qui m'a vraiment beaucoup plu c'est Shin Zero de Mathieu Bablet. Ouais, ça c'est magnifique, je sais pas si vous l'avez lu, très belle... J'ai lu le premier, j'ai le deuxième dans ma pile. Là. Ah bah voilà, très belle dystopie, dans un monde dans lequel les super-héros sont comme ubérisés, c'est vraiment très très beau. Et sinon, un autre truc de Spirou, vous êtes en train de le lire peut-être, Si je t'écris de Baudard et Zabu, magnifique, très très beau... Très très beau one-shot. On n'en passe pas beaucoup des one-shots dans Spirou. Et celui-là, on s'est dit, il faut le faire, c'est trop beau. Quand est-ce que tu as voulu être le rédacteur en chef de Spirou ? Alors, en fait, au risque de te décevoir, ça n'a jamais vraiment été un rêve comme plein de mes prédécesseurs. Tout simplement parce que je me suis jamais dit que je pouvais le faire. Parce que j'étais journaliste avant et j'étais vraiment dans le milieu de l'information, pas vraiment de la bande dessinée. J'étais un grand lecteur de bande dessinée mais pas un expert si tu veux, c'était pas mon métier. Et donc ça m'est un peu tombé dessus par hasard. J'ai rendu un projet assez détaillé aux éditions du Puy, qui ont accepté de me faire confiance là-dessus. Et donc, je ne rêvais pas de l'être, mais par contre, maintenant que j'y suis, franchement, je suis extrêmement chanceux de pouvoir faire ça. C'est vraiment le plus beau métier de la Terre. Se demander, il y a environ 150 000 personnes qui nous lisent chaque semaine. Et c'est tellement beau de se demander comment est-ce qu'on va se défoncer aujourd'hui à la tâche pour leur proposer le meilleur journal possible, pour que les familles rigolent, discutent entre elles de ce qu'elles ont lu. En fait, c'est ça notre rôle, c'est vraiment que notre journal traîne sur la table de votre salon. J'entends que c'est pas facile parfois, il faut se battre pour l'avoir, mais là on aura réussi notre boulot, c'est quand toi tu vas parler des bandes dessinées que tu aimes bien avec ton papa. Tu vas lui demander, tiens, est-ce que toi t'aimes bien ça ? Ah non, oui, j'aime bien, mais je préfère ça. Toi, est-ce que tu as compris la fin de Starlight par exemple ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Comment est-ce que tu l'as lu ? Et on a vraiment réussi notre boulot si vous parlez, si vous échangez là-dessus, si vous avez ce sujet de discussion commun à vous deux. Voilà. Quand même, ça doit être dur de diriger Spirou quand même. Ben oui.
Parce que du coup, il y a plein de BD dans Spirou. Franchement, oui. En fait, c'est 52 pages. C'est comme si tu recevais une bande dessinée chaque semaine dans ta boîte aux lettres. Oui, c'est... Alors, bon, non, c'est surtout super cool à faire et c'est magnifique. Mais oui, c'est beaucoup de boulot parce que c'est... en fait, on a tellement envie de bien faire. Nous, le pire truc, c'est quand quelqu'un nous dit « Ah, ce numéro-là, bof ». Ça, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Et donc, on veut vraiment que chaque numéro soit unique, sans en faire trop non plus, sans être tout le temps dans la surenchère d'idées, etc. Donc, trouver ce juste milieu qui fera que chaque journal aura voilà. J'aimerais que vous vous souveniez de chaque journal de l'année, en fait. Ok, merci beaucoup Jonathan. On te retrouve toutes les semaines dans Spirou à martyriser les pauvres Fabrice, à essayer de planquer le Fruby dans une case ou une autre. Et d'empêcher les Fabrice de travailler et de faire leur travail. Oui. On s'excuse, hein. C'est vrai que parfois on se dit tiens, on aimerait les voir un peu plus travailler, et c'est vrai que toujours on les interrompt là, à rentrer dans leur bureau pour leur demander des éditos qu'ils n'ont pas encore rendus. Mais... Il y en a un des deux, il a fait les surveillances du bac, je veux dire. c'est vrai. Merci beaucoup, et puis très bientôt, on va continuer à suivre tes aventures, parce que pour le coup, il y a aussi les tiennes dans Spirou. Merci à vous et bonne continuation. Au revoir, podcast. merci. Salut. Bonjour, nous sommes avec Philippe Cardona, l'auteur de Starlight, Sunshine School, l'école des héros, Rôle Queer et acteur dans Noob. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, je fais toutes ces choses-là, et même plus encore. Pourquoi as-tu voulu faire de la SF ? Alors la question, la réponse rapide, un peu bête, c'est parce que j'aime ça. Mais faut dire pourquoi j'aime ça, c'est parce que j'ai grandi dans les années 80 et c'était une décennie où il y avait énormément de trucs de SF, notamment un petit film qui s'appelle Star Wars, qui a lancé un peu la voie à tout ce qui était science-fiction, mais pas genre Star Trek ou genre en uniforme hyper sérieux, des décors un peu unis, simples. Star Wars, il y avait le côté, c'était presque de la fantasy, quoi. Je crois que d'ailleurs des gens parlaient de science fantasy ou un truc comme ça. Et on avait plein de séries comme ça, des dessins animés, du Ulysse 31, du Albator. Ça fait bon. Là, je parle comme un vieux machin, mais elle a l'habitude d'entendre les gens qui parlent comme ça. Mais le truc, c'est que ça a forgé mon amour, en tout cas pour ce genre de récit. Et partir sur d'autres mondes. Après voilà, j'aime bien aussi créer des bestioles un peu stupides, qui ont des looks un peu rigolos. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire de la science-fiction, parce que je me disais je pourrais faire les persos qui arrivent sur une planète où il y a des créatures comme ça. Voilà, j'aime bien inventer des petits mondes et des trucs comme ça. À quel moment as-tu travaillé sur le chara-design des personnages ? Ah là là, alors la question elle est... le truc c'est que ce sont des personnages, Santi et Sirius, que j'ai créés quand j'étais au collège. Donc si je dis l'année, je vais passer pour encore plus vieux. Mais bon, c'était en 1900 déjà, on payait en francs. 1992-93 où j'ai créé les persos dans mes cahiers de maths, mes cahiers de français et tout. Et j'avais déjà leur nom. Ça sent les F Studio. Oui. Ah non, mais alors c'est un truc très bête, c'est que les profs me laissaient dessiner. Parce qu'ils avaient capté que quand je dessinais, j'étais plus concentré et j'écoutais plus ce qu'ils disaient. Voilà, c'est le problème de trouble de l'hyperactivité et tout. Ça n'avait pas de nom à l'époque. Ouais, à l'époque, ça n'avait pas de nom. Maintenant, maintenant on sait. Mais du coup, les profs avaient bien capté ça et je dessinais et puis ils me disaient ouais, Cardona, c'est quoi ça ? Et je répondais à la question du prof. Voilà. Et donc je dessinais beaucoup pendant les cours. Et c'est là que sont apparus mes personnages et qu'ils avaient un premier design qui a évolué forcément avec le temps. Il y a beaucoup d'inspiration manga dans ton dessin. Quelles sont tes principales influences ? Alors, côté manga, parce que j'ai des influences vraiment franco-belges, américaines et japonaises. Mais pour le côté japonais, c'est Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball et Dr. Slump, qui est une de mes plus grandes influences. Je ne sais pas si ça se voit vraiment dans mon dessin, parce que ce qui me plaisait, c'est qu'il arrivait à faire des personnages un peu ridicules, mais qui arrivaient à être badass dans certaines situations, ou des monstres qui étaient un peu rigolos. Voilà, c'est ce que je viens de dire avant. C'est l'imagination de Toriyama m'a fait totalement bugger et j'adore ça. C'est vrai que tu as un style, on voit que de tes inspirations de cette génération que je partage, donc je connais un peu, où on a vu l'arrivée du manga en France, le comics c'était quand on était gamin, il y en avait dans tous les sens, on aimait ça avant que ce soit à la mode. Ouais. Le franco-belge qui est forcément présent aussi autour de ça, et je vois qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui vont puiser un peu dans toutes ces références-là. T'aurais une référence pour toi qui arrivera à synthétiser un peu tout ça ?
C'est-à-dire tout ça, le style Ouais, américain. tout c'est une référence même moderne, quelqu'un qui pour toi synthétise vachement bien tout ça. Oh là là, c'est dur parce que Je pose des questions. Pas trouver facile. des gens qui mélangent par exemple manga et BD, c'est faisable, manga et comics, c'est faisable, mais qui réunissent les trois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. T'as un auteur peut-être, il y en a plusieurs, mais celui qui me met en tête c'est Ludo Lulabi. Ouais. Qui lui a travaillé pour des éditeurs américains, il est français et il a un style un peu manga. Ouais, Donc voilà, donc lui il a bien digéré les codes et tout ça. Il y avait, comment il s'appelle, Madureira aussi, qui avait un peu ce côté-là. Oui, mais Madureira avait pas trop le côté franco-belge. Non, c'était plus comics et manga. Après, on a vu une BD aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais une BD avec un style manga qui a été publiée. Oui, c'est Loïc Locatelli. De quoi, pardon ? Loïc Locatelli qui a fait une BD qui s'appelle Favor Girls. D'accord, je connais pas. Il a fait comment ça s'appelle déjà, un truc à la Sailor Moon mais avec des pouvoirs de fruits, Magical Girl, etc. Mais c'est un auteur français qui vit au Japon et qui a publié ça chez un éditeur américain. Ok. Faudra que je regarde. Qu'est-ce que ça fait d'être publié dans Spirou ? C'est un rêve qui se réalise. Voilà, il n'y a pas d'autre truc à dire. J'ai grandi vraiment. Quand j'étais petit, j'étais une éponge pour tout ce qui était influent. Donc j'ai lu de la BD franco-belge, j'ai lu du Spirou, j'ai lu du Mickey Parade, des trucs comme ça, même du Pif. Et en même temps, j'avais quelques comics et puis je regardais tous les dessins animés, donc j'avais le côté japonais. Et donc à chaque fois qu'on me pose une question, je dis ouais mais c'est parce que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec mais c'est vrai, c'est même pas du pipeau, c'est que j'ai grandi avec énormément de choses. Et quand le rédacteur en chef de Spirou m'a appelé il y a un an, déjà j'ai décroché, il m'a dit bonjour, je suis le rédacteur en chef de Spirou. Donc je me suis mis en PLS par terre. Mais enfin pourquoi je me remets après bien, je fais oui bonjour donc oui en fait on voudrait passer Starlight dans Spirou. Là, excusez-moi, je me suis mis de l'autre côté en PLS. Non, c'est un truc de fou. Et quand j'ai reçu le premier magazine avec Starlight dedans, ça m'a fait waouh. Mais alors quand on fait la couve Je peux rien dire. Je peux rien dire pour la couve, mais peut-être en octobre. Ouais. Et le fait que Chantilly soit violette. Violette, ouais. C'est parce que la couleur te plaisait Exactement. T'avais une idée en tête ou c'est juste parce que la couleur C'est juste te parce que je kiffais un peu. En fait, j'aimais bien. Ce que j'aimais bien avec le côté, avec le violet, c'est que c'est une couleur qui revenait pas trop dans les BD et tous les trucs comme ça. Et voilà, comme j'étais jeune et que je voulais créer ma différence, elle sera violette et voilà, et depuis j'ai jamais changé. J'ai décidé ça quand j'avais 15 ans, puis je me suis dit non mais elle sera toujours avec les cheveux blancs. Tu travailles avec Florence Torta sur la couleur depuis Oula, bah oui, bien très longtemps. Justement, vous avez encore besoin de discuter pour les couleurs ou vraiment tu fais ton dessin et dis vas-y fais. Non, j'ai totale confiance en Flo, c'est une des meilleures coloristes qui est en ce moment, enfin depuis plusieurs années je trouve. Et quand elle est arrivée sur Starlight, parce qu'au début Starlight devait être un manga, mais on l'a passé en franco-belge, j'ai hésité encore un peu, puis quand j'ai vu les couleurs qu'elle a fait des essais, parce que forcément je vais pas juste dire signez-la à elle, sans qu'ils aient rien vu, et quand j'ai vu les premières pages couleurs qu'elle a fait, je suis ouais c'est bon, allez, on reste en franco-belge. Tu viens de dire qu'à la base c'était prévu en manga, oui. Tu es passé en franco-belge sur une belle pagination de franco-belge quand même, mais justement au niveau du rythme, de l'écriture, du découpage, ça ne demande pas un gros travail de réadaptation pour... Non, parce qu'au final on n'a quasiment pas fait de retouches. Voilà, les pages elles sont telles quelles. Non, ça allait. On va dire le deux trucs le plus compliqué, c'était de me le faire accepter, mais ça allait assez vite. Et Florence, donc qui a fait toutes les couleurs, qui a fait 120 pages pour le premier tome, et elle a fini les 80 pages du tome 2, voilà, qui est parti à imprimer. D'ailleurs, les deux personnages sont vraiment super opposés. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans les deux persos, il y a 2 mois en fait. Beaucoup d'auteurs disent ça quand ils écrivent leur personnage principal ou même deux. Sans s'en apercevoir au début, on met nos qualités, nos défauts, les trucs comme ça. Et moi, quand j'ai réalisé ça, je commençais à écrire Starlight, je fais les persos, je fais putain, mais c'est vrai que je suis un peu comme Sirius. Je suis un peu comme Chantilly. Et à force, je me suis dit, oui, alors, c'est pas l'ange et le démon, mais c'est les petites voix dans ta tête. Donc on doit comprendre que tu veux tuer quelqu'un comme Chantilly ? Non, peut-être pas. Peut-être pas.
Question, attention, c'est un grand débat avec ma femme. On dit Chantilly ou Chantilly? Moi je dis Chantilly, mais voilà. Parce qu'il Voilà. il me semble que c'est comme ça qu'on dit pour la nourriture déjà. Ouais, il me semble. Voilà. Non, mais justement, c'est pas la nourriture, il y a un grand débat Ouais, moi je dis familial. Chantilly. Chantilly. Voilà. Apparemment, Ça me fait bizarre Chantilly. Apparemment, on dirait plus Chantilly dans le sud, je sais pas. Non, je ne suis pas au courant de ce débat, barbarisme. voilà. Alors c'est moins violent que chocolatine pain au chocolat, mais Ah, chez ça, nous, c'est de c'est pas loin. l'hérésie. Chez nous, c'est pas loin. Les gens les brûlent, ceux qui disent chocolatine. Non, là, on va rentrer en conflit de civilisation. C'est une guerre de religion, c'est pas possible. Il y a les Templiers qui vont revenir et aller raser ces villes, je suis désolé. Et si tu Le devais mec violente. Ouais, je suis peut-être un peu comme Chantilly en fait. Et si tu devais choisir un personnage préféré, ça serait qui? Dans Starlight. Ouais. Ah, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Chantilly parce que c'est le personnage que j'ai utilisé le plus souvent. Donc j'ai créé les persos au collège. Et puis quand j'ai continué le collège et le lycée et les années de fac, je faisais des BD, c'était Chantilly l'héroïne. Voilà. Donc c'est sûr mais elle était plus vieille déjà parce que quand je l'ai créée, elle avait on va dire la vingtaine. Voilà. C'était pas une ado. Et ouais, j'ai travaillé beaucoup plus avec Chantilly que Sirius. Donc ouais, je préfère un peu Chantilly. Mais Sirius, il est cool aussi. En fait, Sirius, il est fun à dessiner, quoi. Dès que j'ai besoin d'un gag en fond de case, voilà. Là, je suis sur le début du tome 3, donc je peux pas trop spoiler. Mais il y a une scène qui est un peu sérieuse et derrière, il y a Sirius qui trouve un truc et pendant plusieurs cases en fond, il fait des conneries. Et ça quoi. part en cacahuète. Ouais, voilà. Et sinon, il y a dans le livre toute une page où c'est les clichés en termes de manga animé. Ah, attends, comment À un moment, les deux, ils vivent ensemble pour réparer la machine. Ouais. Et c'est vraiment les clichés de ce qui peut se passer. Ça te faisait marrer de faire ça Ouais, ou, mais ça montre aussi, je pense que ça montre de manière simple l'évolution qu'il y a entre leurs relations, le fait que, on comprend que c'est pas juste... ils se rencontrent, ils vont dans le vaisseau et puis ils font leur truc et ça se passe vite. Non, ça fait comprendre qu'il y a plusieurs jours qui se passent, que voilà, ils s'habituent l'un à l'autre, ils s'apprivoisent chacun. Que Chantilly commence à comprendre quand Sirius va foutre le feu et qu'elle a un extincteur pas loin. Donc ouais, et puis en fait on me reproche très souvent et c'est un peu vrai que je mets beaucoup de dialogue. Moi c'est parce que c'est un truc que j'aime. Donc de temps en temps j'aime bien faire des pages où il n'y a pas de bulle, pas de dialogue pour redire je sais le faire. En fait, c'est juste que je mets du dialogue parce que j'aime ça, mais je peux faire des pages. Je sais le faire, je peux. Voilà. Ah, il y a eu il y en a plusieurs dans Starlight 1, dans le 2 il y en aura aussi pas mal. Donc, Et pourquoi Chantilly, elle a des cornes? c'est pas un truc que je sais pas répondre en fait, c'est que je l'avais faite, donc je l'ai créé il y a des années. Non, il s'est passé un truc en fait, c'est tout bête, c'est que quand je l'ai créé, je me disais il y a aucun personnage de BD qui a la peau violette et qui a des cheveux blancs. Ouais, je suis un héros, je suis trop fort et tout. Et puis vu que j'ai mis des années et des années, il y en a qui sont apparus des personnages avec cette couleur de peau et les cheveux blancs et puis et donc quand j'ai fini le design du perso, tel qu'il est maintenant, j'ai dit je vais lui mettre des cornes parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de perso avec la peau violette, les cheveux blancs et des cornes. Et je lui ai coupé une corne aussi pour dire voilà, elle est comme ça, et les oreilles pointues. Les personnages avec des cornes coupées, dans le comics, il y en a un très connu. Dans le comics ou dans les mangas? Dans le comics, il y a un personnage avec des cornes coupées très connu. Oui. Hellboy. Oui. N'empêche, moi je connais une personne avec des cheveux roses, une peau rose et des cornes jaunes. Ah mais ça c'est dans My Hero Academia. Oui, mais notamment voilà quand je l'ai vue elle. Mais le pire c'est que j'adore le perso, c'est un de mes persos préférés. Elle est sympa. Je me suis dit non. Alors Mais oui, non c'est peut-être là que j'ai rajouté les yeux noirs à Chantilly parce qu'elle a aussi le blanc de l'œil qui est noir. Donc à chaque fois je voyais un perso, je dis, ah non mais ça ressemble toi à Chantilly. Alors je rajoute un truc. Il était temps que Starlight sorte, sinon elle aurait eu une moustache et des lunettes. Quoi, tu vois. Est-ce que tu as eu le temps de profiter du parc? Pas trop. Hier, j'avoue, il faisait trop chaud et j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à sortir. J'allais juste devant les brumisateurs. Je me sentais pas trop de faire des manèges par cette chaleur, même si j'adore. Et ce matin, j'ai fait un peu celle du parc Naruto. Voilà. Quelle est ta dernière découverte BD? Ma dernière découverte BD. Question difficile. Ouais, parce que je lis beaucoup de trucs. Ce sera peut-être plus un manga. C'est de la BD, hein.
Oui, merci. Ça fait plaisir à entendre. Voilà. C'est un manga que j'ai acheté là, juste avant de venir ici au festival, qui s'appelle, alors le nom est en anglais, c'est Love is a Boxing Ring. L'amour est un ring de boxe. Et c'est une petite histoire d'amourette sur 2 tomes, donc j'aimais bien le délire, j'aime bien, et c'est un truc très tranche de vie, très cool, où on voit les Japonais qui vaquent à leurs occupations, il n'y a pas de gros monstres qui viennent détruire la Terre, il n'y a pas de gros enjeux et tout, et j'aime bien ce genre de récits des fois, des mangas qui sont 1, 2, 3 tomes, pas plus, parce que il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier truc que j'ai acheté il y a 2 jours. Et où peut-on suivre ton travail ? Sur Instagram. Et sur Facebook par ricochet, parce que quand je poste sur Instagram, ça poste aussi sur ma page Facebook, où je ne vais pas parce que j'ai un problème avec Facebook. Voilà, j'arrive jamais à rester plus de 10 minutes dessus. Non, c'est bon, je me casse. Alors qu'Instagram, j'aime beaucoup, j'y suis tous les jours et tout. Donc on peut me suivre. Alors sur Facebook, juste pour voir les trucs, voilà, pour voir les images et les annonces que je fais. C'est vrai que j'interagis pas trop avec les gens. Et sinon sur Insta, où je réponds plus facilement aux commentaires et aux messages. D'accord, merci. De rien. Au revoir. Au revoir, d'accord. Et voilà. Je sais pas. C'est bien, la conclusion est rapide. Ouais, tu sais pas comment finir. Ouais. Non, allez, C'est salut. normal. Mais pourquoi elle a jeté le micro, elle est partie. Mic drop. Allez. C'est quand même vachement intéressant ce qu'ils disent les auteurs. Alors, là, il y avait une nouvelle zone dans le parc, c'est la zone Koona, je crois, qui est en rapport avec Naruto, qui est une zone à thème, vraiment axée manga. Je discutais avec la libraire, elle m'a dit qu'ils avaient jamais autant vendu de Naruto alors qu'ils pensaient que tout le monde les avait déjà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette zone, les filles ? Tiens, Morgane, pour commencer, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, d'abord, j'ai pas fait grand-chose à cause des interviews. Et la chaleur et moi, on fait pas bon ménage, donc je préférais rester pieds sur terre. Ouais, les attractions étaient faisaient un peu bouger, mais au niveau de la déco, au niveau de l'ambiance, est-ce que tu penses que c'est bien fait ? C'était super bien fait. Moi, je n'ai pas regardé spécialement Naruto. Oui, c'est vrai que c'est un manga qu'on connaît pas bien, mais j'ai vu des images et j'ai vu à quoi ça pouvait ressembler. Et franchement, le décor était vraiment superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment plutôt bien fait. Toi, Maline, tu as carrément fait les manèges. Alors, il y en a 2 nouveaux. Il y a 2 nouveaux. Il y en a un, c'est comme si tu allais rentrer dedans dans l'autre. Mais ça fait vraiment un peu peur. Oui, c'est une sorte de manège qui tourne. Ouais, et on a l'impression qu'on va rentrer dans les autres personnes qui sont dans le manège. Ça tourne dans tous les sens. Pareil qu'il peut rendre un peu malade celui-là. Mais toi, tu as trouvé ça comment ? Bien, mais quand on est en arrière, du coup... Ah, des fois, tu vas en marche arrière après ? Ouais, du coup, ça me fait des remontées acides. Ah, mais j'ai bien aimé. Oui, parce que tu l'as fait combien de fois ? 4 fois. Ouais, voilà. Oui. Donc, il 3 était pas fois. facile, mais tu l'as quand même fait plein de fois. Et l'autre manège, c'est celui dans lequel on rentre dans le renard. Alors pareil, je suis pas un spécialiste de Naruto, je connais pas je connais pas son nom. mais c'est un grand 8 qui va très très vite. Même s'il n'y a pas de looping. De looping. Voilà, il va mais très, très ça vite. aurait pu être chouette Ouais, quand même. Mais ça fait peur. Le début est quand même vraiment très rapide. Mais après, quand t'es dedans, tu t'y fais. Et c'est mieux. Donc toi, t'as vraiment beaucoup aimé ce manège-là. Mais entre les deux, je pense que mon préféré, quand même, dans l'amusement, c'est celui du renard de Naruto. Ouais. Mais dans le Characteristics Team, c'est plutôt celui où on se rentre dedans. Parce que c'est bien, parce que ça fait... On ne rentre pas dedans, mais on croit qu'on va se rentrer dedans. Oui, on croit qu'on va se rentrer dedans. Et du coup, moi, j'ai vraiment aimé cette expérience du coin Naruto. Et il y avait un autre truc dans le coin Naruto. Alors, on pensait qu'il y aurait beaucoup de monde. On s'était fait des sandwichs parce que souvent, quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu dur d'accéder au stand. Ouais. Et je crois qu'il y a d'autres choses qui ont un peu énervé Morgane. C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a énervé, Morgane ? Il y avait des ramen. Ouais, donc en gros, ils ont mis un peu de restauration à thème dans le parc, ce qui apporte un peu de fun et un peu de diversité. Ça change des hamburgers et des hot dogs. Et aussi, il y avait un autre truc du coin Naruto. Ouais. Il y avait un parcours, comme un parcours à 2 où il faut passer d'un un petit parcours d'obstacles, oui, un peu pour les plus jeunes. Avec des trampolines, enfin un trampoline. Il fallait passer sur les barrières. Okay. C'est vraiment très
Donc, on a Bien. notre spécialiste culinaire et notre spécialiste des manèges à sensations face à moi. Donc, Maëline, c'est les sensations. Morgane, c'est la nourriture. Chacune sa spécialité, hein, je comprends tout Ouais. à fait. Au bilan, qu'est-ce que vous avez pensé, omettant le fait qu'il faisait très chaud, ce qui est un cas un peu particulier, de cette nouvelle zone du parc? Bah, du coup, on n'a pas pu manger. Ah, donc, mais franchement, tu veux y retourner pour aller manger, quoi? Oui. Ok. Maëline? J'aime beaucoup ça, mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas du tout près du parc Spirou. J'aurais voulu y aller tous les jours. Enfin, on est à 1 heure, mais on n'ira pas tous les jours quand même. Par contre, on a eu toute la journée. Ouais. Allez, on racontera un petit peu la suite de ce qui s'est passé dans cette longue journée. Mais d'abord, on va remettre un peu quelques interviews. Bonjour, on est avec Elric de Sécotine. Le dessinateur de Sécotine, bonjour. 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 Alors, Sécotine, c'est une série dérivée de Spirou et Fantasio qui enfin donne son vrai rôle à Sécotine, parce qu'elle a un peu manqué, où elle vit son aventure toute seule. Si tu enlèves le micro, on m'entend pas quand je parle. Alors vas-y, je te laisse poser des questions. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu raconter cette histoire? Alors c'est Sophie Guérive qui a raconté cette histoire et c'était en discutant avec l'éditeur qui a un peu passé la commande d'une histoire qui se passait à la campagne. Et dans l'univers de Spirou, la campagne c'est le village de Champignac. Donc on a monté une enquête qui se passe à Champignac. Tu avais déjà dessiné Sécotine dans La Baie des Cochons, qui se veut plus un Spirou et Fantasio classique. Comment est-ce qu'on approche graphiquement Sécotine dans une bande dessinée qui se veut classique, une autre bande dessinée qui se veut plus dans notre époque, alors que tu as un style qui reste quand même très, très inspiré des classiques? En fait, La Baie des Cochons, ça se passait dans les années 60, donc l'idée c'était qu'on ait le personnage dans son état graphique des années 60 tel que Franquin l'avait conçu. Et maintenant qu'on a une histoire qui se passe dans l'époque contemporaine, l'idée c'est qu'elle ait un graphisme légèrement différent, qui se rapproche plus de mon graphisme naturel. Et du coup c'est venu assez facilement, quoi. J'ai adapté à ce que je dessine normalement sans contrainte. Il y a justement, d'un point de vue des éditeurs, il y a un regard sur le style que tu vas apporter. Est-ce qu'ils te disent va plus dans telle approche? Alors j'imagine que tu en choisis parce que tu avais aussi ce style un peu classique par défaut. Non, en fait, il n'y a pas eu de réunion où on décidait quel style. J'ai proposé en faisant un dessin et en disant est-ce que ça va? Et après, on m'a dit oui, ça va. Et voilà. Sophie Guérive, c'est elle qui était la scénariste, la co-scénariste du Spirou, ligne normale, série mère. Comment est-ce qu'elle a décidé d'approcher justement? Alors Spirou reste présent, même s'il est en arrière-plan pour le coup, c'est lui qui prend il y a un échange de rôle, j'ai l'impression, entre Spirou et Sécotine. En fait, il y avait l'idée, encore une fois, via l'éditeur, de créer une connexion avec la série mère. Et on l'avait laissé déjà dans le dernier tome, La Mémoire du futur, à Champignac, et où elle laissait son ordinateur dans le château du comte de Champignac, et donc du coup là il faut qu'elle aille le récupérer. Donc c'était un peu logique qu'il y ait aussi la connexion avec Spirou et Fantasio qui se fasse, mais ils seront pas dans le tome 2. Là elle aura son indépendance totale. Pourquoi est-ce que dans la BD tu vas plus mettre Sécotine, du coup, vu que c'est les aventures de Sécotine? Bah du coup. Oui, Mais du il coup. va mettre un peu Spirou. Non, là il n'y aura pas Spirou dans la Pas prochaine. dans le prochain. Il va y avoir un tome 2. Et d'autres personnages justement de l'univers Spirou, est-ce que vous allez créer un peu un univers Sécotine avec ses propres personnages, ses propres ennemis? Il y a Colette en tout cas. Les deux méchants là, de cet album, on va les retrouver un peu dans le 3e album normalement. Mais vite fait quoi. Donc pour l'instant non, mais réutiliser des personnages de l'univers de Champignac et tout ça, ouais. Là dans le 2 on va retrouver le petit Noël en arrière-plan, du Pilon aussi aura un petit rôle, le maire évidemment, Oui. et le comte de Champignac énormément.
Tu as parlé d'un tome 3, tu as déjà signé pour un 3e tome. En fait, on n'a rien signé du tout. Ah, rien signé du tout? Non, même le 2, j'ai pas signé. D'accord. Mais ça, c'est la lenteur administrative, on va dire. Il y a la promesse de faire 3 tomes. Les 3 étaient évoqués depuis le début. Donc les thèmes étaient évoqués depuis le début. Donc on sait où on va exactement, on sait ce qu'on fait. Le 2, il est écrit et le 3, il est partiellement écrit. Donc en fait, on sait déjà tout ce qui se passe, quoi. Quand est-ce que tu as voulu commencer la BD? Quand j'étais tout petit, je me souviens même pas quand c'était, tellement j'étais petit. Je voulais vraiment faire que ça, quoi. Voilà. Et est-ce que souvent, du coup, tu commençais direct sur le livre ou tu avais déjà du brouillon en premier? Tu faisais direct sur la BD ou En fait, on travaille. En fait, on travaille par étapes. Tu vois, on fait des brouillons parce qu'en fait, ça peut pas venir comme ça. D'abord, par exemple, là, Sophie, elle écrit à l'ordi, elle écrit un truc. Donc on a ça, quoi, un truc écrit comme ça. Après, moi, je fais un brouillon de ça où je vais comprendre. En fait, je place le texte d'abord dans les bulles, tu vois, parce que comme ça, je sais à peu près la portion que ça donne, la taille de la bulle. Et en fait, quand tu as le texte, tu sais ce qui te reste pour faire le dessin. Et là, je commence à faire des dessins, mais un peu des bonhommes patates, tu vois, pour connaître un peu l'angle, la posture de la mise en scène. Et après, je dessine bien, je m'applique. Ah ouais, mais c'est un podcast, on va pas voir, mais je peux te montrer le brouillon. Donc pour l'effet radiophonique, je suis en train de montrer un storyboard. Je place le texte, pardon, c'est ça. Et le petit bonhomme, vite fait, tu vois. Là, je sais qu'il y en aura 2. Donc les 2 textes et puis cette bulle coupée en 2, je trouve que c'est bien pour le rythme. Et en fait, c'est ça que je cherche, c'est le rythme, pour savoir comment ça va se passer. Tu vois, ça c'est un brouillon un petit peu plus poussé déjà. Tu travailles en numérique? En partie, ouais. En ce moment, complètement même. Parce que c'est vrai que vu ton style, j'aurais cru vraiment qu'on allait être vers l'ancrage à l'ancienne. La BD Cochon s'était fait quasiment que en traditionnel. Les brouillons étaient quand même en numérique, ce qui permet d'aller plus vite. Mais déjà, avant, j'avais pas de tablette et je faisais des dessins au crayon sur feuille, mais chaque case indépendamment des autres. Et je les scannais et je les remontais dans Photoshop et je réimprimais pour faire à la table lumineuse ensuite le définitif. Est-ce que tu as eu le temps de profiter du parc? Oui, j'ai eu le temps de profiter du parc. J'ai fait quelques manèges. Mes manèges préférés, c'est un peu les grands 8. Le truc qui fait splash, là, la bûche de Lucky Luke aussi, parce qu'il fait très chaud et du coup on est tout mouillé quand on sort de là, c'est sympa. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du parc, j'ai bien aimé. Après, moi, j'avais que à peu près 2 heures pour faire des trucs. Et en 2 heures, j'ai fait quand même quelques trucs. J'aime bien les trucs en 4D aussi, les petites vidéos, là. C'est sympa. Quelle est ta dernière découverte BD? Je crois que le dernier truc que j'avais acheté, c'était le fanzine Humain Normal de Jeanne Ballas. Voilà, mais alors ça c'est vraiment un fanzine distribué à Angoulême, donc c'est très pointu. Et sinon, je viens d'acheter la BD scénarisée par Brigitte Lecordier, mais je l'ai pas encore lue, donc je peux pas en parler. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? On peut suivre mon travail sur Instagram, essentiellement, et en librairie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes avec Mathieu Burnial, l'auteur de Foudroyant Furieuse. Parfois il est scénariste ou parfois dessinateur, parfois il fait les deux. Nous allons vous poser quelques questions. Avec grand plaisir. Dans quelle catégorie est-ce que tu classerais Foudroyant? Foudroyant, pour moi, c'est une série tout public, mais dirigée vers la jeunesse, une série d'aventures. Et en termes de science-fiction, fantasy, ça serait quoi? Alors j'ai du mal à mettre des étiquettes. Je dirais que c'est plutôt de la mythologie, de l'aventure et un peu de shonen, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais c'est très inspiré des mangas. Pourquoi il y a plusieurs catégories de foudroyants? D'élus. Oui, d'élus, oh là là. Alors foudroyant, effectivement, c'est une catégorie parmi les élus. Il y a les magnétiques, il y a les conducteurs, les foudroyants et les élescripts. Eh bien en fait c'est parce que je me suis inspiré du pouvoir de l'électricité. Et l'électricité c'est un phénomène physique qui regroupe plusieurs choses.
Et j'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas qu'un seul pouvoir, parce que si tout le monde balance des éclairs, c'est pas très rigolo. Et donc je me suis inspiré des informaticiens pour les téléscripts. Les conducteurs, ce sont ceux qui donnent de l'énergie aux objets. Les foudroyants, les éclairs. Et puis alors les magnétiques, c'est un pouvoir assez spécial qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes. Ce livre est inspiré de la mythologie grecque. Pourquoi ? À moins que ça soit, je sais plus. Ouais, pas Oui, mal. c'est grec. Oui, tout à fait, c'est la Oui, mythologie grecque. Je confonds les deux mythologies. Alors, parce que c'est un bon point de départ pour ancrer mon récit. D'une part parce que j'aime bien partir d'un truc qu'on connaît. Et en l'occurrence, là, on part de la légende d'Icare. Et Icare, on sait plus ou moins que c'est quelqu'un, un enfant à qui on a collé des ailes pour fuir un labyrinthe. Sauf qu'il n'a pas suivi les conseils de son papa et qu'il a volé trop haut. Et voilà, il s'est frotté trop près. Voilà. Et donc du coup, lui, on se dit, tiens, subira-t-il le même sort ? Ça met un peu de suspense. Et puis aussi, tu verras que dans leur aventure, ils vont traverser les époques. Il y a des explications pour ça à la fin. Et donc on commence avec l'Antiquité. Dans le 3e tome, il y a Léonard de Vinci. Voilà, donc le premier tome, ça fait référence à la mythologie grecque. Le 2e tome, c'est le Moyen-Âge. Et puis après, on arrive à la Renaissance. Oui. Et puis après, on verra. Si tu étais un foudroyant, tu aimerais être lequel ? Un élu. Oh là là, je vais pas y arriver. Alors si je devais être un élu, je crois que je serais foudroyant parce qu'en fait, non seulement il sait lancer des éclairs, mais il a aussi un peu le pouvoir des autres élus. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est la classe. On a dit que tu étais parfois scénariste, parfois dessinateur, parfois les deux. Comment tu décides quel rôle tu vas avoir ? C'est-à-dire que tu sais écrire des histoires, tu sais les dessiner, puis parfois tu décides de prendre qu'une seule des deux places. Comment est-ce que ça s'est passé sur tes différentes séries ? Alors en fait, au départ, je dessinais mes propres albums. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup de travail, un travail très solitaire. Et donc je me suis rendu compte que travailler en équipe, ça permettait de travailler plus vite et puis de travailler avec des copains. Et donc je travaille avec des gens que je connais, que j'admire et dont j'aime le travail. Dans le cas de Furieuse, par exemple, je bosse avec Geoffroy Monde parce que j'adore son univers déjanté. Et dans le cas de Foudroyant, moi j'avais envie d'écrire une super histoire jeunesse. Et pour ça, les meilleurs, pour ça, c'est les Carrascoët, c'est Sébastien et Marie. Oui, alors jeunesse, des fois c'est limite. Hein. Oui, alors. Je pense à Joline Ténèbres. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est ça que j'adore justement avec les Carrascoët, c'est qu'ils ont un dessin tout public. C'est qu'ils savent autant dessiner pour les adultes que pour les enfants, sans changer de style spécialement. Alors que Beauté, là, c'est pour tout le monde. Tu l'as lu, Beauté, toi ? Non. Je te le passerai quand je le sortirai des cartons. C'est très étrange. Pourquoi t'es-tu inspiré du mythe de l'Atlantide ? Tu as des références ? Alors je me suis inspiré du mythe de l'Atlantide parce que c'est donc une île, comme tu dis c'est un mythe dans le sens où elle n'a pas vraiment existé, maintenant on est presque sûr, hein, et qui pendant l'Antiquité était décrite comme une île qui avait une technologie bien supérieure aux gens de l'époque. Et c'est un peu ça qui se passe dans l'histoire en fait. Icare il vit sur une île où à un moment il y a une technologie incroyable et on se rend compte que c'est grâce au pouvoir des élus. Donc j'ai un peu transformé le mythe parce que à la base l'Atlantide c'est pas des gens qui l'avaient fonctionné avec leur propre pouvoir. Dans le tome 3, tu t'es inspiré d'Harry Potter. Pourquoi ? Alors c'est rigolo parce que figure-toi qu'on m'a dit ça il y a 2 semaines et je n'ai pas lu Harry Potter. Et en fait c'est vrai que j'avais vu le film il y a très longtemps mais ça m'a même pas inspiré. En fait je crois que l'autrice d'Harry Potter a eu le même cheminement que moi. C'est que moi je devais mettre un labyrinthe dans mes histoires parce que je fais référence à Icare. Et puis je me suis dit, dans un labyrinthe, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une course. Du coup, pour dissocier les équipes, on peut faire des couleurs. Et puis, bien sûr, il y a un danger qui rôde dans le labyrinthe. Et on m'a dit, ça c'est comme dans Harry Potter. J'ai pas fait exprès du tout. Je me suis plutôt inspiré des récits d'aventure des années 80. C'est marrant parce que moi j'ai vraiment cru que la référence était volontaire, sachant qu'il y a quand même un très gros twist par rapport à ce qu'il peut y avoir dans Harry Potter. Parce que dans ce tome-là, tu te permets aussi une référence explicite à Pikachu, par exemple. Ce qui n'était pas une évidence. Si jamais je sens que j'ai une référence, je vais clairement l'expliciter. Donc je vais mettre Pikachu, là c'est clair. Mais si j'avais su qu'Harry Potter ressemblait tellement à ce que j'avais fait, plutôt l'inverse, j'aurais peut-être écrit autre chose. Mais finalement, il y a quand même énormément de différences dans le ton et puis dans le twist de fin, etc. Donc voilà. Et en fait, il y a des lecteurs d'Harry Potter qui ne se sont pas rendus compte de la ressemblance avec le tome 3, donc ça va encore pour moi. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé la référence à Pikachu. Moi je me suis fait piéger sur le tome 3 sur plusieurs points justement. J'ai vraiment eu l'impression en lisant ce tome 3 que c'était un peu ce qu'on appelle ces tomes un peu filler dans une grande série où l'intrigue va pas trop avancer, où on va avoir
l'épreuve des rencontres qu'il va faire dans ce tome-là, et puis ensuite on va aller sur l'île suivante. Et j'étais justement agréablement surpris de voir que tout se recollait à la fin pour faire avancer l'intrigue, créer un nouvel antagoniste qui est très intéressant, je trouve, et enfin, beaucoup de surprises. En tout cas, moi, j'ai vraiment bravo. Alors c'est vraiment l'effort que j'essaie de faire, c'est donc chaque tome, il y a une aventure qui se termine. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une méta-histoire, et donc dont il y aura le dénouement à la fin de la série, et ce sera après 6 tomes. Il y aura 6 tomes, et après ça se termine. Et donc là j'ai écrit le tome 5, et maintenant je dois mettre toutes mes dernières idées dans un dernier tome de 54 pages, le tome 6. T'es coincé sur 54 pages. Pardon ? Tu es coincé sur 54 pages. Alors je suis coincé sur 54 pages, je sais comment ça se termine, mais j'avoue que ça risque d'être très dense. Et donc j'ai demandé à mon éditrice si c'était possible de rajouter un cahier de 8 pages, parce que c'est par cahier de 8 pages. Et donc ça pourra faire peut-être 62 pages, mais je tiens vraiment à garder le même format que les autres albums. Pour le chara-design des personnages, il est venu avant ou après l'écriture du scénario ? Alors j'ai d'abord commencé à écrire le tome 1, et en écrivant le tome 1, j'écrivais aussi les grandes lignes des tomes suivants, bien sûr, parce que moi, quand j'écris, j'ai vraiment besoin de savoir où je vais. Après, je continue à improviser dans les détails, etc., dans les personnages. Puis les personnages, ils vivent par eux-mêmes, donc parfois, ils sortent des trucs que j'aurais jamais imaginé, parce qu'ils vivent presque, en vrai. Mais donc, du coup, bien sûr, tu commences à écrire l'histoire. Et puis après, en fonction de l'histoire, tu établis les chara-design qui époseront le mieux le récit. Et justement, en tant que dessinateur, vu que ce n'est pas toi le dessinateur de la série, est-ce que tu apportes des idées aux personnes qui vont dessiner ? Est-ce que tu es parfois surpris par ce qu'on te propose alors que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais ? Et comment est-ce que tu transmets ton scénario ? Est-ce que c'est déjà storyboardé ? Ou alors est-ce que c'est vraiment écrit à l'ancienne, je dirais ? Alors, en ce qui concerne les personnages, les héros, on les a plus ou moins conçus ensemble, même si c'est vraiment Marie et Sébastien qui ont travaillé dessus. Kallio, c'est une fille, et Marie, elle dessine super bien les filles, donc moi j'ai rien pu faire pour l'aider. Elle a fait un personnage que j'adore. Icar, on a un peu plus cherché pour son vêtement, mais c'est surtout eux qui l'ont sorti de leur imagination. Et moi, ce que je donne aux Carrascoët, c'est un découpage dessiné. Alors je fais pas ça parce que je leur fais pas confiance, parce qu'ils découpent très bien, mais c'est parce que quand j'écris, j'ai besoin de vérifier si mon histoire est bonne en la dessinant, parce que je suis auteur complet, et c'est vraiment à travers le dessin que je me rends compte si mes blagues sont bonnes en fait. Est-ce que tu as eu le temps de profiter du parc ? Pas autant que ma fille qui est venue avec moi, et elle a 4 ans, elle a fait l'attraction qui fait le plus peur là, j'étais vraiment surpris. Et j'en ai un peu profité, ouais, j'ai fait quelques attractions, mais voilà, j'ai surtout dédicacé, donc voilà. J'espère qu'on me réinvitera pour en profiter un peu plus. Quelle est ta dernière découverte BD ? Alors, dernière découverte, je lis surtout des BD pour ma fille. Alors, elle, depuis qu'elle a 3 ans, je lui lis Ariol, et ce qui est génial, c'est que moi, j'aime tout autant lui lire qu'elle l'écouter. Donc c'est vraiment très familial, c'est très cool. Et sinon, en termes de bande dessinée adulte, je conseillerais un manga qui s'appelle L'homme sans talent. C'est un récit magnifique, assez contemplatif sur un homme qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui se décide à vendre des cailloux. Et où peut-on suivre ton travail ? Alors j'ai un site web parce que je veux pas me reposer entièrement sur Instagram, mais maintenant je suis un peu obligé d'utiliser Instagram comme tout le monde, donc j'ai un compte Instagram, c'est Mathieu Burnia tout simplement. D'accord, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes avec Lapuce, qui est l'auteur de Dina et le Mini-Monde, de Putain de chat, du Piou, de plein de BD parodiques, plein d'autres choses. Alors j'ai mis celle qui m'avait marqué. Voilà. Donc ça me situe en tant que lecteur. Et on est avec Maëline qui a plein de questions, parce qu'on a adoré Dina et le Mini-Monde. Bonjour Lapuce. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu as voulu raconter cette histoire ? Alors, Dina et les Mini-Mondes, ça démarre par une envie de reprendre les Mini-Pouces, qui est un dessin animé que je regardais quand j'étais tout petit, donc quand j'avais ton âge à peu près d'ailleurs. Et donc c'était une série sur des petits êtres qui vivaient dans les murs des maisons, qui faisaient 10 cm, donc ils sont même beaucoup plus grands que Dina. Et c'est ça, exactement, le connaisseur. Et donc j'ai proposé ça à mon éditrice, de reprendre carrément la licence, mais c'est toujours compliqué de reprendre une licence
Il y a des problèmes de droit et des problèmes de contact, tu vois, on peut pas faire ce qu'on veut avec les licences. Et donc elle en a eu un petit peu marre et elle m'a dit si tu veux faire une histoire comme ça, crée tes propres personnages et voilà, tu crées une histoire avec des petits personnages. Et donc je me suis basé plutôt sur Chérie, je rétrécis les gosses, qui est un film aussi que j'ai vu quand j'étais petit, où une invention du papa fait rétrécir les petits enfants à 5 mm. Celui-là, je crois qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Je te le conseille vraiment très. Je crois qu'on l'a vu avec ta sœur quand elle était plus petite, il faut qu'on le voit avec toi. Ouais, exactement. Et ce qui me passionnait là-dedans, en fait, c'est que quand on a un rapport de taille comme ça de 5 mm, en fait, le monde paraît complètement différent et tout devient un danger. Parce que forcément, à 5 mm, les araignées, elles sont gigantesques. Les fourmis, l'eau, même l'eau devient un problème. Voilà. Et donc, j'ai adapté tout ça, j'ai fait un mélange de tout ça et ça a donné Dina le Millimon. Pourquoi est-ce que dès le début, il y a des personnages miniaturisés? C'est pas tout à fait depuis le début. D'abord, on voit Dina qui est grande et qui voyage d'abord chez sa grand-mère. Et on raconte l'histoire justement du village qui a disparu. On ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais tout un village a disparu. Et Dina va se rendre compte en fait le lendemain que tout ce village, il n'a pas vraiment disparu. Il a été rétréci en entier dans le grenier, et donc ils sont cachés dans le grenier de sa grand-mère. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne le saura pas avant le dernier tome, qui sera le tome 3. Voilà, on a des pistes qui ne sont pas forcément des bonnes pistes, mais voilà. C'est vrai que l'ayant lu dans Spirou, on annonce tout de suite que ce sera le mini-monde, etc. Oui. Tu prends bien ton temps pour introduire ton univers, pour parler de ce mystère des personnages disparus. On a la réponse dès le titre. Oui, c'est vrai sûr. que vraiment tu travailles bien ta mise en place. Tu prends un bon moment pour le faire. C'était une volonté de ne pas aller dans du in media res avec du flashback derrière. C'est ça. D'ailleurs, en fait, la première version, je vois à quoi tu fais référence avec la première page où ils sont tout petits. En fait, ça ne devait pas exister, cette page-là. Elle a été créée vraiment pour rentrer dans Spirou, qui avait besoin d'une immersion immédiate dans l'histoire. Mais sinon, l'histoire démarrait vraiment par les vacances. Et je trouve qu'en fait, en écriture, aujourd'hui, on perd un peu le côté immersion dans la famille, dans les personnages. Moi j'ai besoin pour rentrer dans un récit en fait d'être avec le héros, de comprendre qui il est, les relations qu'il a avec sa famille, avec les autres personnages. Et comme j'ai une famille italienne et une grand-mère italienne qui ressemble un petit peu à la grand-mère de Dina, j'ai voulu mettre tout ce que moi j'aimais quand j'étais enfant, les voyages en Italie, la nourriture, le langage italien aussi qui est beaucoup présent dans l'album. Et je voyais pas faire ça autrement que de devenir un peu membre de la famille de Dina. Voilà. Et le fait que ça parle d'Italie, donc tu as choisi ça pour ta famille, et c'est ce qui a amené un dessinateur italien? Même pas. En C'est fait, un hasard même total, pas. C'est un demi-hasard. En fait, Antonello, je suis super fan de ce qu'il fait depuis Ernest et Rebecca et plein d'autres choses. Et Antonello travaille aussi sur les Schtroumpfs, il travaille pour Disney aussi, il est storyboarder pour. Je crois qu'il a fait Cars 3 et Zootopie 2. Enfin, il a fait plein de choses. Et oui, c'est un bon CV. Et en général, quand je cherche un dessinateur, je commence toujours par ceux dont je pense qu'ils vont refuser. Et donc Antonello, c'était mon choix numéro 1. Je me suis dit, il va refuser, on passe à autre chose. Et il a dit oui tout de suite. Et donc en termes de délai, ça s'est goupillé exactement comme il fallait. Laurence a dit oui. Laurence, qui est mon éditrice, donc a dit oui très très vite. Et Dupuis a suivi dans la foulée. Donc ça a été très vite. Je crois que c'est un des projets que j'ai signé le plus vite de ma vie. Tu es les deux, l'auteur ou l'illustrateur de Dina? Alors là, je suis juste le scénariste. Parce qu'en fait, auteur, c'est illustrateur, scénariste et dessinateur. On peut être auteur en étant soit l'un, soit l'autre, soit les trois. Ici, je suis scénariste, uniquement scénariste. Et Antonello est dessinateur. Et alors, on a aussi une coloriste qui s'appelle Cécilia et qui fait un super travail aussi. Combien de temps as-tu mis pour écrire cette BD? J'ai mis à peu près... Enfin, c'est compliqué de calculer. En réalité, pour la découper, j'ai mis 1 mois. Mais je l'ai réfléchi depuis facilement 1 an. En fait, quand on est scénariste, on travaille pas forcément comme les autres travaillent. On travaille tout le temps, en fait. On réfléchit. Là, je suis en train de te parler. Je suis en train de réfléchir à d'autres travaux. Donc, mais j'ai mis à peu près un bon mois pour la découper, en tout cas. Le découpage, c'est quand on fait les cases pour voir comment on va les organiser pour raconter l'histoire. Et je les dessine, donc pour le coup je fais aussi un storyboard comme pour le cinéma. Je dessine à peu près vite fait ce qu'il faut faire et Antonello corrige, on va dire. Et d'ailleurs, tu savais tout de suite que tu n'avais pas le dessiner?
Oui. Je suis pas un grand fan de dessin. En fait, j'aime bien dessiner, mais il faut que ça aille vite. Et la BD, ça prend du temps, ça prend des corrections. Et j'ai une flemme qui arrive assez vite. Et j'aime bien aussi diversifier mes histoires. Et dessiner un album, en fait, c'est pas possible. C'est trop long. Pourquoi est-ce que ça se passe en Italie ? Eh bien, comme je te disais, parce que je suis d'origine italienne. Donc, j'ai choisi ça. Il y a une deuxième raison, en fait, c'est que je suis fan aussi du dessin animé Luca, qui se passe aussi en Italie. Et que j'ai adoré, c'est mon Pixar préféré. Et donc, j'ai voulu mettre un peu de ça aussi dans l'histoire. Tu travailles sur beaucoup de BD humoristiques, des choses qui sont moins dans le côté aventure. Si je regarde un peu tout ce que tu as fait en bande dessinée, pas mal de BD parodiques qui, après c'est mon analyse, c'est le genre de choses, ça se vend facilement, on va dire. C'est à la fois une BD où on se fait plaisir à parler des références qui nous plaisent, mais on sait que c'est aussi un produit qui va attaquer plein de monde. Et là, tu te lances dans de la BD d'aventure, qui est vraiment un genre codifié. Il me semble pas que tu en aies vraiment fait avant. Peut-être raté les choses non, mais là-dedans. Comment on se dit, ça y est, je passe à quelque chose qui est souvent classé un peu au-dessus du reste dans les genres de la bande dessinée. C'est un ras-le-bol en fait du gag. Parce que j'ai fait du gag toute ma vie, ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai fait 90% de gag. J'avais envie de raconter autre chose en fait. Le gag c'est très très bien, surtout les parodies quand on veut faire de la licence sans en faire. Donc on peut faire du Star Wars sans vraiment faire du Star Wars parce que c'est compliqué. J'ai fait du gag muet avec le Pew et avec les Mignons aussi. Donc j'ai dû faire une 60aine d'albums uniquement au gag. Et la mécanique du gag en fait, elle commençait un peu à tourner en rond. Quand tu commences un gag et que tu le termines, il y a toujours une manière de penser qui est très très laborieuse, qui est difficile, franchement c'est un métier compliqué. Et il y a d'autres complexités à faire un album d'aventure, mais c'est plus dense en fait. On peut mettre des petits gags, on peut faire une histoire hyper dense. C'est ce que voilà, j'avais envie de changer de carrière, on va dire. Donc c'est mon tout premier album vraiment d'aventure. Est-ce que tu as eu le temps de profiter du parc ? C'est une excellente question et non, je n'ai pas eu le temps de profiter du parc. Mais c'est pas grave parce que j'aime pas trop les parcs d'attractions, je t'avoue. J'adore me balader, je vais à Disney 2 fois par an, mais je fais pas les attractions parce que j'ai très très peur des descentes. Quelle est ta dernière découverte BD ? Donc c'était Marla, qui est aussi publiée chez Dupuis. C'est les aventures d'une petite fille qui cherche un trésor. Et c'est super frais, c'est Lorena Calderon qui fait ça, avec le scénariste des Sœurs Grémillet. Voilà, dont le nom m'échappe, mais je suis sûr que vous allez trouver. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ? Alors vous pouvez le suivre sur Instagram principalement, @lapuceofficielle, avec la petite pastille bleue, donc c'est facile à reconnaître. Et là il y a tout, il y a beaucoup de putains de chats, il y a des mignons parfois aussi. Là récemment justement j'ai travaillé sur le film des Mignons, donc qui va sortir bientôt sur vos écrans, qui était publié chez Dupuis à l'époque. Et c'était cool. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. À en croire les auteurs, il faisait plutôt chaud aujourd'hui. Il y en a pas mal qui n'ont pas bien pu profiter du parc à cause de la chaleur. Vous, cette chaleur, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de comment c'était géré le fait qu'on est dans le sud, on est dans un épisode de chaleur particulier, c'est rare qu'il fasse aussi chaud. Toi, Morgane, t'as eu un peu du mal à le supporter ? Moi, je supporte pas la chaleur du tout, mais le parc est plutôt bien aménagé. Enfin, il y a des zones d'ombre vraiment partout, de la végétation qui amène du coup de la fraîcheur, des brumisateurs vraiment partout. On peut aller se tremper dans les brumisateurs. C'est très agréable, mais il fait trop chaud et moi, j'y arrive pas. Oui, puis il y a aussi il y a aussi quelques attractions du parc qui permettent. Tiens, Maëline, vas-y, Maëline, raconte un peu. Il y avait Lucky Luke, du coup, le Lucky River, où là il y a beaucoup d'eau. Qui est une attraction qui mouille pas mal. Ouais, on est bien trempé. Il y avait vraiment pas de monde. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur pour mon matériel d'enregistrement. Ah bah oui, du coup. Aussi, j'aime beaucoup les brumisateurs, du coup. C'est dommage que une attraction était fermée, c'est les fleurs les nénuphars dans l'eau. Oui, c'est les nénuphars, on se tire dessus, etc. Oui. Ça a été fermé, c'est un peu dommage effectivement quand il fait chaud comme ça. Chaque an, c'est fermé quasiment. Ah ouais, on l'a fait qu'une fois. C'est possible, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que cette attraction soit fermée. C'est pas la plus intéressante, mais en période de chaleur, pouvoir se mouiller les uns les autres, c'est toujours un plaisir. Ok. Aussi, quand tu t'ennuies et que les autres ils sont en train de faire des interviews par contre. Tu t'ennuies parce que les autres font des interviews, là, je comprends. C'est bien de faire un peu le carrousel parce que ça calme. Sinon, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé cette journée.
Et par contre, du coup, j'aime tout le parc Spirou. J'aime vraiment D'accord. tout le parc Spirou. Bon, on retourne à quelques interviews et puis on donnera un peu notre conclusion sur cette longue journée pour savoir un peu tout ce qu'on a pensé. À tout de suite. Nous sommes avec Elsa Brandt, autrice de bande dessinée qui s'est surtout fait connaître pour Save My Pity, un manga français qui a cartonné. Et à l'époque où les mangas français avaient du mal un peu à sortir du lot. Alors que maintenant ça va, il y en a un peu plus qui arrivent à s'en sortir dans les mangas français. Bonjour Elsa. Bonjour. Morgane est à mes côtés pour tenter une interview parce qu'elle a lu Save My Pity au CDI. On ne remerciera jamais assez les personnes qui gèrent les CDI parce qu'ils proposent plein de trucs vachement bien. Ouais, hein. C'est chouette les CDI, merci. C'est très pratique quand il y a trop de bruit dans la cour et quand il fait trop chaud et quand il pleut. Bref. Quelle est un peu ton actualité? Parce que je t'avoue que je n'ai pas trop suivi ton travail ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as sorti récemment? Alors mes dernières sorties en album, ça a été la série Myrtis où les 3 tomes sont sortis toute l'année 2024. On est en 2026 donc ça commence à dater. Entre temps j'ai fait des histoires courtes dans des magazines, j'ai fait des collaborations avec notamment The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead avec des amis qui sont très très sympas et très forts. Et là à la fin du mois j'ai une histoire qui va sortir dans le magazine Isho. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magazine de prépublication européen qui réunit 4 nations, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, et qui se veut dans la veine des Jump japonais. Ah mais je crois que je l'ai vu en librairie, ça me dit quelque chose. C'est pas très longtemps qu'il existe ce magazine, non? Ça fait exactement 1 an, et il y a un numéro qui sort tous les 3 mois, et c'est génial parce que y a des auteurs du coup français, italien, allemand, espagnol, et il y a tout plein de styles et d'histoires différentes, et non c'est trop cool, j'adore. Oui, je l'avais feuilleté, j'avais été curieux, puis j'ai pas été plus loin malheureusement. Il y a trop de choses qui sortent. Tu as un style graphique et une narration très inspirée du manga. Tu t'es lancé dans ce genre-là. C'était un plan de carrière parce que je sais que c'était quelque chose qui est très difficile en fait de réussir à faire du manga quand on est français. En fait, au tout début, quand j'ai proposé mes premières histoires, les éditeurs ne publiaient pas encore d'auteurs français au format manga. Donc j'ai été obligée envers et contre moi de faire de la bande dessinée franco-belge. Aïe, c'était dur. Non, je rigole. C'était cool aussi, mais c'était pas exactement mon moyen de communication préféré. Moi, c'est vraiment le format manga, le style manga qui me correspond le mieux, qui en tout cas porte le mieux mes histoires. Donc j'ai d'abord fait de la bande dessinée franco-belge, et par la suite quand les éditeurs se sont ouverts à la création, j'ai pu faire du manga, et là ça a été royal pour moi parce que vraiment je me suis éclatée le plus à partir de ce moment-là. Le manga est lié à un format de prépublication par chapitre, quelque chose de très très codifié au Japon, mais surtout il est codifié sur une sortie très régulière. Comment on fait ça quand on n'a peut-être pas un studio d'assistants? Alors je sais pas si maintenant tu en as un, mais qui sont là pour faire tout ce que tu leur demandes, et un éditeur présent non-stop pour te rappeler dans tes délais de l'horreur. Alors très sincèrement, justement comme on n'a pas encore de jump, en tout cas le issue est beaucoup plus light en termes de parution, on n'a pas encore cette pression-là. En gros, pour faire un album, on va mettre entre 8 à 10 mois, quelquefois 1 an, ce qui est quand même, je trouve, assez rapide parce qu'on est seul, à part quelques auteurs, quelques mangaka français qui ont peut-être un assistant, c'est très très rare. En général, on est tout seul. Donc c'est pas possible d'aller aussi vite que les Japonais qui peuvent être jusqu'à 14 assistants et qui produisent un chapitre par semaine. Non, on n'est pas à ce rythme-là, mais je trouve qu'on se débrouille quand même pas mal. Et justement, moi je sais que c'est un grand problème qu'il y a dans le monde de la BD à l'heure actuelle, c'est que le rythme de publication japonais, même si nous on les sort en album, donc c'est tous les 2 voire 4 mois à peu près, fait qu'ils sont toujours dans l'actualité et que c'est dur un peu de ressortir par rapport à ça. Est-ce que tu penses que du fait que tu fasses le même format, est-ce que pour toi ça rend la chose plus difficile? Ah mais oui, carrément, mais oui, c'est très très dur parce qu'effectivement il y a énormément de sorties qui arrivent en face, et nous on peut pas aller aussi vite, c'est pas possible. Mais après je pense que le lectorat français commence à savoir comment ça marche, il commence à voir que on peut pas aller aussi vite parce que on priorise notre santé aussi, et c'est pas mal. Du coup ça nous permet de durer, de rester plus sur la durée, donc c'est autre chose, c'est une autre façon de travailler, et je pense que le lectorat français est prêt à attendre en fait. Pourquoi avoir voulu faire
une BD type humoristique? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, moi, quand je regarde quelque chose, que ce soit une BD, que ce soit un manga, que ce soit un film, que ce soit un roman ou des séries télé, mais ce qui me plaît le plus, c'est l'humour. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez en fait. Il n'y a pas assez de choses humoristiques, ou en tout cas, pour moi, je trouve que c'est jamais suffisant. Et donc, pour moi, j'ai un manque. Et je me suis dit, vu que j'ai un manque, autant le combler un petit peu en faisant mes propres créations. Et déjà, moi, ça me fait rire. Si j'arrive à faire rire d'autres gens, c'est cool. C'est ce que j'essaie de faire, mais voilà, c'est mon gros kiff en fait. Dès que j'entends quelqu'un rire en lisant mes pages, pour moi, c'est du miel, j'adore. T'as beaucoup rigolé en lisant Save Me Viti? Moi j'ai trouvé l'histoire super intéressante, puis j'ai pas mal rigolé au fait que Zeus, ça soit un poulet quand même. J'avoue, je me suis bien éclatée avec Zeus, ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que récemment tu as lu une bande dessinée, que ce soit un comics, manga, un truc récent ou pas, qui t'a un peu tapé à l'œil, tu dis pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait? Ouh, alors là, c'est une question très très difficile. Il y en a plein qui m'ont plu récemment, mais de là à dire c'est moi qui aurais pu le faire, Allez, un coup de cœur. Un coup de cœur. Mon dernier coup de cœur manga, c'est Ichi the Witch, que j'adore. Et autant par le trait que par l'histoire et par le fait qu'il n'y a aucun fan service dedans. En tout cas, après 4 tomes, j'ai trouvé aucun fan service. Autant quand j'étais ado, quelquefois je trouvais pas le mal, ça me faisait un peu rire. Autant maintenant, en tant qu'adulte, dès qu'il y a un petit peu de fan service, je trouve ça absurde, ça me sort de l'histoire et ça me dérange. Et je pense que c'est là où on a une grosse différence entre la production japonaise et la production européenne. C'est qu'on n'a pas les mêmes codes de culture et c'est quelque chose auquel on est moins habitué. Donc je pense que c'est bien quand il n'y a pas de fanservice. Où peut-on suivre ton travail ? On peut me suivre sur Facebook pour ceux qui l'ont encore. Je ne suis pas tant que ça, je suis davantage sur Instagram. Vous me retrouvez sous mon nom en fait, Elsa Brandt. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Au revoir. Nous sommes avec Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte. Bonjour. Donc, qui est l'autrice de La réalité est énorme, mais qui est surtout connue en tant que doubleuse pour avoir fait les voix de Oui Oui et Son Goku. Et ça, c'est des voix qui ont marqué un peu tout le monde. Moi, ma première question serait que tu es surtout connue pour un métier de l'ombre. C'est-à-dire le doublage, c'est un métier où on ne nous voit pas, on n'est pas dans la lumière. Oui, absolument, on n'est pas forcément dans la lumière tout le temps. Voilà, et puis les célébrités dans le monde du doublage, j'ai l'impression que c'est pas récent, qu'on devienne célèbre en faisant du doublage. Ouais, je sais pas, ouais. Voilà, il y en a quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. On a immergé un peu, ouais. Est-ce que faire de la BD, c'est une façon de sortir de cette ombre, de se mettre en lumière, surtout une BD sur soi-même, sur son histoire Non, pas vraiment, en fait. Moi j'avais écrit cette BD, mais pas sous forme de BD, sous forme de roman. J'avais écrit un roman sur ma petite enfance, parce que c'était une promesse que j'avais faite à une de mes maîtresses de CM2, et qui m'avait fait promettre de raconter cette histoire. Qui me disait, en fait, je suis sûre que toi, tu vas te sortir de ton milieu social, et ce milieu social, personne n'en parle, ou très peu. Et du coup, toi, tu pourras témoigner et il faut que tu écrives ça. Et voilà, et le temps a passé, j'ai pu écrire ce roman. Et puis, en fait, ma carrière de comédienne a commencé à exploser. Et j'ai pas eu le temps de m'occuper de ce roman. Et puis, voilà, il est resté un peu dans les tiroirs. Et lorsqu'on m'a proposé d'écrire une bande dessinée chez Dupuis, j'ai dit, mais moi j'ai écrit un roman il y a quelques années, peut-être que ça vous intéresserait. Et le directeur de publication a lu mon roman, il m'a dit, c'est trop génial et on va la mettre en BD. Voilà, c'est l'histoire. Donc c'était pas pour fuir, c'est vraiment un témoignage auquel je tenais énormément, du plus profond de moi-même. Et voilà, c'est réalisé.
Justement, cette rencontre avec le milieu de la BD, je suis un petit peu, moi en tant qu'un peu geek, j'ai vu que tu étais dans cette sphère-là, Oui, très bien. présente, invitée par de nombreuses personnes, dont des auteurs de BD, je pense Oui, à Davy tout à Maurier, fait. je pense. Est-ce que c'est eux qui t'ont un peu amené vers la bande dessinée ou est-ce que tu t'intéressais déjà à la BD avant ça? Non, alors je m'intéressais plutôt un petit peu à la BD parce que j'ai fait beaucoup d'adaptations de bande dessinée. J'ai dirigé Cédric de Cauvin. J'ai fait beaucoup de mangas qui sont devenus des animés, etc. Donc je me suis toujours un peu intéressée, mais grande en fait, pas enfant, à la bande dessinée. En plus, j'ai un mari qui est auteur. Donc lui, il lisait beaucoup de choses, dont de la bande dessinée quand il était petit. Et mon fils a été abonné à Spirou. Donc voilà, tu vois, il y a tout ça qui a fait que, effectivement, tu t'intéresses à ce qui se passe. Puis après, tu découvres les tuniques bleues, tu découvres Spirou, tu découvres tout le reste. Et c'est chouette, quoi. Gaston Lagaffe, Achille Talon, voilà. Et la BD qui n'était pas du tout mon média est devenue quelque chose d'absolument quotidien chez moi, quoi. Ouvrir une BD me paraît ordinaire, voilà. Arcadie Picardi fait le dessin. Comment s'est passée cette rencontre avec le dessinateur? Est-ce que t'as eu une sélection? Est-ce que t'as eu ton mot à dire là-dessus? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a dit c'est moi? Non, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, il y a eu effectivement une sélection et surtout, c'est une sélection par rapport au texte. Parce qu'il fallait quelqu'un qui connaisse ce milieu social. Parce que toi, on a essayé plusieurs dessinateurs avant que Dupuis connaissait. Et en fait, ça collait pas bien parce que les gens connaissaient pas le HLM, par exemple. Vivre dans un HLM, c'est très particulier. Et effectivement, il n'y a pas de papier peint sur les murs des HLM, il n'y a pas de boules de cuivre en bas des rampes d'escalier, il y a beaucoup de saleté, les boîtes aux lettres sont souvent défoncées, etc. Et la façon de dessiner ne pouvait pas être lisse, propre, belle. Et du coup, on a essayé plusieurs dessinateurs qui marchait pas, c'était des gens qui avaient beaucoup vécu en province et c'est pas la même vie en province et en ville et en plus dans ce genre de ville comme Paris qui est une métropole énorme, voilà, où les gens sont écrasés par leur quotidien. Et Arcadie Picardi avait fait une miniature sur ma chaîne YouTube à un moment où je cherchais vraiment un truc très spécifique. Il avait été vraiment assez génial et j'avais adoré son trait et sa fantaisie. Et je lui ai proposé, je lui ai demandé s'il serait partant pour faire cette BD avec moi. Et il me dit que oui. Et du coup, je l'ai présenté à Dupuis qui a demandé à ce qu'il fasse 3-4 planches pour voir. Et puis, il a été validé et, pour mon plus grand plaisir parce que je pense que cette équipe, elle est magnifique, quoi. Disons que je trouve que le trait, justement, tu parlais de chercher à montrer un peu la difficulté des immeubles, le côté un peu crade, de ne pas avoir un dessin trop clair, justement. Mais on reste sur un dessin qui est très cartoon, qui est très lumineux avec des personnages. Alors que, quand on lit le pitch, on a l'impression qu'on risque de lire quelque chose d'un peu dramatique, qu'on s'attend à du dessin réaliste presque. Oui, tout à fait. Et là, il y a ce grand écart justement. C'est ça. Parce quand que c'est j'arrive trop pas à savoir. dur et on part dans l'onirisme et comme c'est une vision faite par la petite Bibi que moi j'ai été quand j'étais petite, on ne sait jamais si ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle voit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il y a une distance, s'il n'y a pas de distance. Et son dessin, montre ça aussi, c'est que Bibi dit un truc, mais est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que la réalité est plus énorme ou moins énorme? On le saura jamais. Alors moi j'ai juste lu l'intro qui est en ligne à un moment donné, je ne sais plus où je l'ai vu, l'introduction de la BD, elle est dans mon sac là, il va falloir que je la lise encore. Mais pour résumer l'histoire, c'est ton histoire, oui, tout à dans fait. les HLM, oui. Dans les années 60, c'est ça, et c'est le point de vue de l'enfant sur la vie dans les HLM dans les années 60. Absolument. D'accord. Avec toutes ces familles qui essayent de
de se sortir d'embarras et du quotidien qui n'est pas toujours fastoche. D'accord. Bon, bah, moi j'ai hâte de lire ça. Morgane, tu voulais poser quelques questions sur le doublage, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors juste pour rappel, Brigitte, elle n'est pas que doubleuse. Elle est aussi, je sais pas comment on dit le nom du poste, quand on est directeur de doubleur. Moi, je suis comédienne et directrice artistique. Voilà, directrice artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui va diriger le doublage Tout à fait. sur une série, sur quelque chose. Alors vas-y, je t'écoute. Comment ça se passe le doublage? Comment ça se passe le doublage? Alors c'est une vaste question, mais on arrive le matin, il est 9h, on arrive en studio, on ne connaît pas forcément le produit qu'on va doubler et on nous dit tu fais tel ou tel personnage. Et là on va commencer à regarder une petite séquence du film et tu vas travailler avec tes camarades, on va essayer de donner une voix à nos personnages. Alors quand il y a une voix originale déjà, on écoute la voix originale et on essaie de s'approcher de la voix originale. Et puis parfois il n'y a rien. Par exemple, quand je fais Oui Oui ou quand je fais Bouli ou des personnages comme ça, il n'y a rien avant moi. Donc en fait, c'est à moi d'essayer d'imaginer quelle voix pourrait avoir ce personnage en accord avec le réalisateur ou l'artiste qui a inventé cette histoire. Voilà. C'est difficile de gérer une équipe artistique en doublage? Alors, diriger une équipe artistique, oui, c'est pas toujours facile. Parce que les artistes, tu sais, c'est des gens qui ont des grandes personnalités, souvent. Et il faut arriver à les faire travailler ensemble tout en étant extrêmement différents. Et puis toi, tu penses à un comédien, tu vas distribuer un rôle à un comédien parce que toi, tu le vois bien dans ce rôle-là, mais lui, il ne se voit pas forcément dans ce rôle-là. Donc il faut que toi, tu lui expliques pourquoi tu l'as choisi, comment tu l'as choisi, qu'est-ce que tu lui demandes de faire par rapport au personnage que tu lui as proposé. Et puis après, ça roule tout seul quand tout le monde est sur la même note. Qu'est-ce qui est le plus difficile en doublage? Le plus difficile, j'en sais rien. Le plus difficile, c'est peut-être de tenir une voix du début jusqu'à la fin de la journée. Tu vois, quand tu as choisi une voix le matin très dure ou qui crie beaucoup ou qui appuie beaucoup sur les cordes vocales, pouvoir le tenir toute la journée, ça c'est très technique et ça peut être difficile. Et puis sinon, non, ce qui est difficile, c'est d'essayer d'être au plus près de son personnage et de rendre service à l'auteur, quoi. Justement, sur le doublage, moi, il y a une question que je me posais. Avec mes filles, on a traversé les générations avec les Cités d'Or, Mystérieuses Cités d'Or, et donc moi, j'ai regardé plus jeune les premiers, et on a regardé les derniers, on les a découverts en même temps quand la série a été refaite. C'est vrai qu'on avait été assez surpris de voir que ce n'étaient pas les mêmes doubleurs qui avaient été repris pour certains des personnages. Oui, c'est horrible. Alors, les nouveaux doubleurs étaient très bien. Je ne comprends pas. Moi, j'ai pas compris ce truc-là. Moi, les nouveaux doubleurs étaient très bien, je ne le regrette pas. Mais c'était un choix de la chaîne, du diffuseur. La voix, ça faisait bizarre vu que on n'a eu pas tant de temps. Et nous, on les a enchaînés, on n'a pas eu 25 ans. Ouais, c'est ça. Donc de passer de la voix originale du début à la voix de la fin, c'était assez bizarre. T'as l'impression de regarder une série en VF et de passer en VO direct. C'est curieux. Oui, quand on est attaché à une voix, en fait, on ne peut pas la changer comme ça. Et notamment pour les Cités d'Or, qui était vraiment quelque chose qui avait vraiment marqué toute une génération. En plus, c'était la voix de Jackie Berger et de Isabelle Gans, qui étaient vraiment qui sont des comédiennes hors pair. Jackie, malheureusement, nous a quittés l'année dernière. Mais voilà, et je trouve que c'est un manque de considération du travail de ces artistes-là. Et ça a été très dur pour elle. Je me souviens que Jackie, elle a été démontée quand on l'a remplacée là-dessus, parce que pendant des années, un peu, elle a vécu les mêmes choses que moi. Moi, on me dit, ouais, on ne peut pas te faire travailler, est-ce que tu es la voix de Sangoku? Et elle, on lui disait, on ne peut pas te faire travailler parce que tu es la voix d'Esteban. Et au moment où Esteban arrive, on lui dit, on te remplace parce qu'on en a envie, parce qu'on veut renouveler les voix. Pour quelle raison, tu ne sais pas. Justement, ça, c'est pas quelque chose quand on a créé une voix
qui devient une voix un peu typique, de passer à d'autres. Alors je pense aux doubleuses récentes, je pense à j'ai oublié son nom, celle qui fait Mortel Adèle. Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, qui a une voix très particulière Oui, en plus, bien sûr, un peu éraillée, ouais. qui est assez remarquable et que je la repère même quand on fait de la publicité. En fait, je dis c'est elle. Bien sûr, elle a une voix très reconnaissable. Voilà, et justement, quand on a cette voix qui est un peu remarquable, est-ce que ça rend les choses difficiles pour travailler derrière Tant que tu es à la mode, ça marche. Et puis il y a un moment, il y a les diffuseurs qui font on l'a trop entendu, comme si c'était un défaut de trop travailler et d'être trop bien. Parce que si elle avait été nulle, on ne l'aurait pas refait travailler. Et en revanche, comme elle a été bien, on l'a fait retravailler, mais comme on l'a fait retravailler, on ne veut plus d'elle. C'est un truc, c'est un raisonnement que je ne comprends pas. Et moi, souvent, on m'a empêché de faire des nouvelles productions parce qu'ils avaient peur que les gens disent « Ah, c'est la voix de Son Goku ». Aujourd'hui, c'est bien, les gens disent plutôt « C'est Brigitte ». Et tant mieux, je suis plus connue en tant que Brigitte Lecordier qu'en tant que... Enfin, pas plus, mais... voilà, les gens m'ont identifié. Maintenant, ils parlent de Brigitte, ils parlent plus de Son Goku, quoi. Mais c'est débile, quoi, de réfléchir comme ça. J'ai fait des essais parfois sur des nouveaux dessins animés où les réalisateurs me voulaient. Et en fait, j'ai été choisie. Et quand ils ont vu mon nom, ils ont dit bah non. Voilà. Et c'est extrêmement vexant. Et est-ce qu'elle a aussi des doubleurs des dessins animés qui passent en long métrage et qui ne sont pas les doubleurs du long métrage? Oui, alors il y a ça aussi. Ça je l'ai remarqué aussi. Et dans les longs métrages, surtout qu'en général, ce sont des gens connus, mais qui ne sont pas acteurs de doublage. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont connus, mais pas tant connus que ça. Qui est-ce qui est plus connu en voix que nous? Personne. Puis, alors après, moi, donc c'est pas, je veux pas me vanter, mais toi, si tu prends Kylian Mbappé pour faire des voix, ou si tu prends, je sais pas, n'importe quel comédien qui fait du cinéma, c'est pas son métier. C'est pas son métier, donc il va forcément avoir. Alors si, c'est leur métier, mais ils sont moins connus que nous dans les voix. Donc c'est un peu bizarre de vouloir des gens connus, alors que nous, on est connus et que du coup, ils nous évitent. Enfin, toi, tout ça se mord la queue et c'est un peu bizarre. Oui, moi, surtout que je repère les acteurs qui ne sont pas des acteurs de doublage dans les films, souvent je les repère. Ils ont une façon de jouer qui est différente. Le seul qui m'a bluffé, c'est Pierre Ninet, parce que j'ai su qu'au générique que c'était lui dans les Bad Guys. Et nous, on est extrêmement respectés par le public et aimés. Et c'est vraiment dommage de nous empêcher de faire des belles licences parce que ça ferait vraiment plaisir au public, quoi. Mais c'est pas nous qui décidons, malheureusement. Alors, j'imagine que maintenant ça a pas mal changé par rapport à tes débuts, mais comment est-ce qu'on commence dans le doublage? Eh bien moi j'ai commencé par hasard, on est venu me chercher au théâtre. Voilà, mais là c'était une autre époque, j'imagine que maintenant il y a des gens qui veulent devenir doubleurs, c'est peut-être pas forcément le cas à ton époque? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un métier plus connu et du coup il y a des gens qui veulent effectivement venir faire des voix avec nous. Mais il faut d'abord être comédien, c'est sûr, pour pouvoir jouer toutes les situations. Parce que je te dis, le matin, tu arrives à 9h du matin, tu ne sais pas ce que tu vas jouer. Il se peut que ton personnage soit en pleurs, ou soit en colère, ou soit complètement amoureux, ou soit... Toi, il faut jouer toutes ces situations immédiatement. Tu n'as pas le temps parce que le studio, ça coûte cher. Et il faut être très performant très vite. D'autant plus qu'aujourd'hui... les budgets sont extrêmement resserrés, quoi. Donc il faut être efficace tout de suite. T'as eu le temps de profiter un peu du parc? Non, parce qu'il faisait trop chaud, donc je ne suis pas sortie de ma tente et de mon chasseur d'air. Et je trouvais qu'on était très bien ici et je suis restée là. Puis j'ai eu beaucoup de monde est venu s'intéresser à ma bande dessinée. Ça me fait plaisir. Ah oui, c'est vraiment très bien. Est-ce que récemment tu as lu une bande dessinée que tu connaissais pas, quelque chose de nouveau, de vieux, que tu fais ça c'est vachement sympa, une découverte en bande dessinée? C'est plus des mangas que j'ai découverts. C'est des bandes dessinées. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? Oh là là, je me rappelle jamais des titres. J'ai lu ma journal d'une vie tranquille. Qu'est-ce que j'ai lu qui m'a bouleversée? C'est l'histoire d'un mangaka qui raconte sa petite enfance au Japon et en Chine.
parce que ses parents sont sino-japonais et qu'il y a la guerre entre les deux pays et qu'il est ni chinois ni japonais et qu'ils sont refoulés d'un pays à l'autre. Comme quoi les frontières, c'est vraiment con et ça sert à rien. Et du coup, il nous raconte sa vie et comment, grâce à ses crayons et son papier, il a pu se sortir de ce marasme et comment il est devenu mangaka. Et puis, j'en ai lu un autre sur l'histoire, mais alors je ne saurais même pas te dire le titre, c'est incroyable. L'histoire d'un garçon qui, son père a été accusé d'avoir tué une petite fille dans une école. Et en fait, son fils n'a pas de contact avec ce monsieur parce que sa mère s'est réfugiée en disant « te rends compte ton père, ce qu'il a fait, etc. » Et en fait, lui retourne dans le temps pour essayer de résoudre ce problème en disant « c'est bizarre que mon père, qui était si considéré, etc., qui aimait bien son travail, qui bossait bien à l'école et tout ça, ait pu empoisonner une petite fille. » Et en fait, il revient dans le temps et il arrive à résoudre l'histoire. Mais alors Le scénario me dit quelque chose. Alors, ouais, mais si les gens qui nous écoutent ont une idée, laissez les commentaires. Absolument pas du tout du titre de ce manga, ni de l'auteur, c'est horrible. En arrivant à la maison, j'ai fait « Ah, mais oui, bien sûr !» C'est toujours comme ça. Si on veut suivre ton travail, justement... Sur mon travail, on peut le suivre sur ma chaîne YouTube et sur Insta beaucoup et sur TikTok, où je raconte un peu tout ce que je fais. Et puis un petit peu sur Facebook, pour les gens qui sont moins sur les réseaux. Et puis Twitter, où je donne des nouvelles rapides. Voilà. Et là, il va y avoir Doraemon, le film, qui va sortir en septembre. Je vais faire à Japan Expo, je vais faire toute une tournée pour ma BD. Je serai à Japan Tour sur le stand Kana. Je serai à Japan Expo. Et à Japan Expo, je vais faire une lecture de ma BD en public avec des comédiens, un musicien et mon dessinateur sur la grande scène Yuzu le jeudi 9 de 11h à midi. Ok, alors, je ne sais pas si l'émission sera déjà en ligne, mais c'est noté en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, merci, belle journée à vous. Au revoir, merci. Merci à toi. Bon, voilà. C'était une vraiment journée fatigante. Moi, je sens plus mes jambes, je suis éclaté, mais c'est parce que je commence à me faire vieux. Vous qui êtes jeune un peu, là, ça va? Vous avez encore un peu la pêche ou vous êtes fracassé? Fracassé, surtout la jambe. Ouais, Morgane, ça... Fracassé aussi. Ouais, le temps que tu attrapes le micro, rien que ça, c'est long, mais c'est long. Tellement t'es fatigué. Oh. Bon, c'était quand même une bonne journée? Oui, c'était une super bonne journée. Ouais, on essaie de recommencer l'an prochain? Oui. Tu essaieras de faire une nouvelle attraction que t'as pas faite? Je sais pas. Tu sais pas. Moi, j'ai testé une nouvelle attraction que j'avais trop peur de faire l'année dernière. C'était le nid de marsupilami. Ah oui, qui bouge pas mal. Mais par contre, j'ai crié dans le manège parce qu'à un moment, t'as la tête en bas. Non, t'as pas la tête en bas, mais tu regardes vers le bas, mais t'as pas la tête en bas. Oui, tu regardes vers le bas et t'as les jambes en l'air. Voilà. Ok, donc oui, c'est une attraction qui est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, c'était une très bonne journée. Moi, je voulais remercier un peu l'équipe du parc qui nous a super bien accueillis encore. Je regrette que la chargée de com n'ait pas été là aujourd'hui parce que franchement, l'an dernier, c'était un plaisir de la voir. Puis c'est une occasion de la remercier en direct que de pouvoir la rencontrer. Donc franchement, et puis on a été très bien accueillis par tous les auteurs, toute l'organisation. Du coup, on a rencontré beaucoup d'auteurs. J'ai eu 2 dédicaces. Oui, parce que tu as un carnet de dédicaces maintenant. Ouais. Avant, j'en avais pas. Je demandais toujours à mon père, mais tu pourras me passer lui, Il me dira non. Et toi, Morgane, alors, ton bilan, qu'est-ce que tu retiens vraiment de bien de cette fin de journée? Personnellement, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai fait beaucoup d'interviews, donc je suis contente. J'ai rencontré des auteurs que je pensais pas interviewer, ça c'est cool. Ouais. J'ai rencontré une autrice d'un livre. Et je savais pas que c'était français, donc j'ai appris un truc. Ah, tu parles de Elsa Brandt? Ouais. Donc oui, t'as passé un super bon moment et tu veux revenir l'an prochain, quoi. Oui.
À Donf. Donc Bien sûr. on essaye d'y retourner l'an prochain. Oui, oui. En tout cas, j'espère que nous, ce petit voyage au sein du parc Spirou vous aura plu. Moi, je me suis tout aussi bien amusé. Je trouve effectivement que tout est plutôt bien géré, malgré les conditions qui étaient un peu difficiles. Et puis surtout, en fait, il n'y avait pas grand monde dans le parc et il n'y avait quasiment pas d'attente aux attractions aujourd'hui, ce qui est un vrai plaisir. Donc j'hésite à peut-être y retourner pour la fête des Pères l'an prochain. Ça sera un beau cadeau. Réfléchissez-y, les filles. Si vous voulez m'envoyer quelque part pour la fête des Pères, ça peut être une bonne idée. Oui, Maëline ? Moi, par contre, j'aurais voulu y aller 4 fois par mois. 4 fois par mois. Ça veut dire tous les week-ends. Toutes les semaines, du coup. Ouais. Et tous les week-ends, du coup. Ouais, mais je crois que ça va pas être possible. Ça Bon, serait tellement bien. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous a fait tous plaisir avec cette découverte du parc, cette rencontre avec des auteurs super sympas. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau Canal BD. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonjour à tous, vous écoutez La Voix des Bulles et c'est bien mieux que les boules.